Le couteau s'enfonça plus profondément dans la gorge de Marcus. Le sang coulait le long de son cou tandis que Dante Salazar se penchait vers lui, son haleine empestant la tequila et la violence. Tu te prends pour un héros, petit voyou? Ricana Salazar. Tu n'es rien, juste un autre déchet que je m'apprête à jeter. Derrière lui, trois membres du gang retenaient une fillette de 10 ans qui hurlait. Les yeux terrifiés d'Emma se fixèrent sur Marcus, ce garçon maigre et sans abri qui s'était interposé entre elle et ces monstres. Marcus serra son bâton de bois cassé, sa seule arme, son seul ami. Au loin, le grondement des moteurs Harley se fit plus fort. Salazar n'avait aucune idée de qui était la fille qu'il venait d'essayer d'enlever. Si vous voulez voir comment ce garçon sans abri est devenu une légende, abonnez-vous à notre chaîne et restez jusqu'à la fin. Laissez un commentaire pour nous dire depuis quelle ville vous nous regardez. Nous adorons voir jusqu'où nos histoires voyagent. 12 heures plus tôt, Marcus balançait son bâton de chêne dans le vide derrière le restaurant chinois de Chen. Le bois produisait un sifflement satisfaisant en fendant la brume matinale. Une fois, deux fois, un coup diagonal qui aurait coupé les jambes d'un homme si quelqu'un s'était tenu là. À 16 ans, Marcus avait appris que la survie ne dépendait pas de la taille ou de la force. Elle dépendait de la volonté de faire tout ce qu'il fallait. Le bâton était lisse sous ses paumes calleuses. Il l'avait trouvé dans une benne à ordures de chantier 6 mois plus tôt, un simple morceau de chêne jeté, mais il avait passé des semaines à le poncer, à le façonner, à enrouler des bandes de vieux T-shirts autour du manche pour l'empêcher de glisser. Tout ce qu'il savait sur le combat venait de vidéos YouTube regardées sur les ordinateurs de la bibliothèque et de dures leçons apprises dans les ruelles. Tu vas casser quelque chose, mec. Marcus fit tournoyer son bâton. Tommy se tenait à l'entrée de la ruelle, âgé de 12 ans, vêtu de vêtements sales, le regard trop vieux pour son visage. Un autre enfant abandonné que le monde avait oublié. Occupe-toi de tes affaires, Tommy. Je dis juste ça comme ça. Tommy donna un coup d'épée dans un caillou. Le neveu de Chin s'est fait agresser la semaine dernière. 3 types lui ont pris tout ce qu'il avait. Tu devrais te procurer une vraie arme, un couteau ou quelque chose comme ça. Marcus regarda son bâton. C'est assez réel comme ça. Un bâton contre des couteaux. C'est fou. Un couteau, ça veut dire s'approcher. Ça veut dire être prêt à voir le sang de quelqu'un sur ses mains. Marcus reprit son entraînement. Je ne suis pas prêt à franchir cette ligne. Peu importe, mec. Tommy traîna les pieds. Tu viens au refuge ce soir? Ils servent du pain de viande. Peut-être que cela signifiait non. Les refuges étaient dangereux à leur manière. Trop de gens entassés les uns sur les autres. Trop de prédateurs à la recherche de proies faciles. Marcus préférait les entrées d'immeubles, les bancs publics, parfois les voitures non verrouillées. Il était plus en sécurité seul. Tommy partit et Marcus reprit son entraînement. 50 coups, 50 parades, 50 coups d'estoc. À la fin, ses bras le brûlaient et ses épaules lui faisaient mal, mais il ne s'arrêta pas. La douleur n'était que la faiblesse qui quittait son corps. C'est du moins ce qu'il se disait. Il avait commencé à porter le bâton après ce qui était arrivé à Lily. Sa petite sœur, âgée de 8 ans, au sourire éclatant qui illuminait la pièce, avait l'habitude de fabriquer des colliers avec des pissenlits et de les lui mettre autour du cou comme s'il était un roi. Ils avaient été placés ensemble en famille d'accueil, leur dernier placement, avant que Marcus n'atteigne l'âge limite de 15 ans. Lily était encore assez jeune pour être adoptée, encore assez innocente pour croire aux fins heureuses. Mais leur père d'accueil avait d'autres idées en tête. Marcus avait remarqué la façon dont M. Henderson la regardait, la façon dont il trouvait des excuses pour être seul avec elle, la façon dont sa main s'attardait trop longtemps sur son épaule. Marcus l'avait signalé, avait appelé la ligne d'assistance téléphonique et supplié l'assistante sociale d'enquêter. Nous allons examiner la situation, lui avait-elle promis. Ces choses prennent du temps. Une semaine plus tard, Marcus est rentré de l'école et a trouvé Lily dans la baignoire, un flacon de pilule vide sur le sol. À 8 ans, elle avait décidé que le monde était trop dur. Monsieur Henderson a dit aux autorités qu'elle était déprimée. Le système l'a cru. Affaire classée. Accident tragique. Rien à voir ici. Marcus connaissait la vérité. Il s'est enfui cette nuit-là. Il ne pouvait pas rester dans cette maison. Il ne pouvait pas faire partie d'un système qui avait si complètement failli à sa sœur. Et il a juré sur la tombe de Lily que s'il voyait un autre enfant en danger, il n'attendrait pas que les adultes viennent l'aider.
Il ne ferait pas confiance au système. Il ne remplirait pas de formulaire et n'attendrait pas des rappels qui ne viendraient jamais. Il s'en occuperait lui-même. Le bâton devint sa promesse, sa pénitence, son but. Marcus termina sa routine et essuya la sueur de son front. Le soleil se couchait, peignant le ciel d'orange et de violet. Il était temps de trouver un endroit où dormir. Il passa le bâton sur son épaule et se dirigea vers Miller Park. Il y avait un banc près du terrain de jeu, suffisamment éloigné des lampadaires pour éviter d'attirer l'attention de la police, mais assez proche pour se sentir en sécurité. Il marchait d'un pas décidé, la tête haute, les yeux scrutant les environs. Les enfants des rues qui avaient l'air d'être des victimes étaient traités comme des victimes. Il avait appris à dégager une aura « ne me cherche pas ». Même s'il était maigre comme un clou et n'aurait probablement pas pu intimider un élève de CE2. Le bâton l'aidait. Les gens le voyaient et faisaient des suppositions. Un gamin fou avec un bâton. Mieux valait le laisser tranquille. Il était à mi-chemin du parc lorsqu'il vit de la fillette. Elle avait peut-être 10 ans, un sac à dos rose avec des licornes dessus, des vêtements propres, des chaussures neuves, le genre d'enfant qui avait un foyer, une famille, une vie normale. Elle marchait avec un homme vêtu d'un gilet en cuir, un grand gaillard musclé comme un videur, les deux bras couverts de tatouages. Un garde du corps, comprit Marcus. Ce n'était pas un enfant quelconque qui rentrait de l'école. C'était quelqu'un d'important. Il s'arrêtait en devant d'un camion de glace. La fillette sautillait sur place tandis que le garde du corps, Marcus apprendrait plus tard qu'il s'appelait Cruz, commandait 2 cornets. Marcus aurait dû continuer son chemin. Il aurait dû s'occuper de ses affaires. Mais quelque chose le fit s'arrêter. Peut-être était-ce la façon dont Cruz vérifiait sans cesse son téléphone, l'air distrait. Peut-être était-ce la camionnette noire garée de l'autre côté de la rue, moteur allumé et vitres teintées. Peut-être était-ce le fait que le conducteur n'avait pas bougé depuis 20 minutes, restant assis là à observer. L'instinct de Marcus lui criait de faire attention. Il avait déjà vu cela auparavant, dans une autre ville, dans d'autres circonstances, mais le scénario était le même. Un prédateur attendant le bon moment, un gardien distrait, une cible vulnérable. Il traversa la rue en essayant d'avoir l'air décontracté et s'assit sur un banc à environ 10 mètres du camion de glace. Il posa son bâton sur ses genoux. Il fit semblant de jouer avec un iPhone cassé qu'il avait trouvé dans une poubelle. L'écran était fissuré et irréparable, mais cela lui donnait l'air occupé. La fillette prit une glace au chocolat avec des pépites. Elle et Cruz se dirigèrent vers un SUV noir garé au bord du trottoir. La porte du van s'ouvrit. Tout se passa très vite. 3 hommes ont jailli comme des ressorts. Ils portaient des cagoules en tissu noir avec des trous grossiers pour les yeux. Le premier avait un taser. Le deuxième portait un pistolet. Le troisième tenait un sac en tissu, du genre de ceux qu'on utilise pour couvrir la tête de quelqu'un. Il se déplaçait avec la précision d'une équipe bien rodée. Cruz a mis de la main à sa ceinture pour sortir son arme, mais le taser l'a touché à la poitrine. Les 50 000 volts l'ont fait tomber comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Il a heurté violemment le trottoir, son cornet de glace s'est renversé et s'est répandu sur le sol. La fillette a poussé un cri aigu qui a transpercé tout le quartier. Les gens se sont dispersés. Une femme a entraîné son enfant dans la direction opposée. Un homme d'affaires s'est pratiquement jeté dans sa voiture. C'était le genre de quartier où les gens savaient qu'il valait mieux ne pas être témoin. Le troisième homme attrapa la fillette et commença à la traîner vers le van. Elle se débattit comme une furie, donnant des coups de pied, mordant, hurlant, mais elle avait 10 ans et lui était un adulte. Autant se battre contre un grizzly. Marcus se leva. Son instinct de survie lui disait de s'enfuir. Ce n'était pas son problème. Il s'agissait clairement de professionnels du crime organisé. S'impliquer serait probablement suicidaire. Mais il vit le visage de Lily se superposer à celui des filles. Il vit sa sœur dans cette baignoire. Il vit l'échec qui hantait ses rêves chaque nuit. Sa main se crispa autour du bâton. Pas encore. Plus jamais. Shinja, Marcus courut, pas pour s'enfuir, vers le premier homme, celui avec le taser, qui le vit arriver et se mit à rire. Regardez ce petit héros maigrichon avec son bâton. Marcus ne ralentit pas. Il leva le bâton comme une batte de baseball et frappa de toutes ses forces. Le chêne heurta la rotule de l'homme. Maman, l'homme. Le bruit ressemblait à celui d'une branche qui se brise.
Un craquement humide que Marcus sentit résonner dans ses bras. Le rire s'arrêta, remplacé par un cri. La jambe de l'homme se plia sur le côté. Les jambes ne sont pas faites pour se plier. Marcus n'avait jamais cassé la jambe de quelqu'un auparavant. C'était pire qu'il ne l'avait imaginé. Mais c'était aussi mieux. L'homme armé se retourna vers lui, mais Marcus était déjà en mouvement. Il enfonça le bâton vers l'avant comme une lance, touchant le tireur au plexus solaire. L'homme se plia en deux, haletant. Deux de moins, plus qu'un. Le troisième homme avait emmené la fille à mi-chemin vers le van. Il vit ce qui était arrivé à ses complices et sortit un couteau, un objet redoutable, au tranchant dentelé. « Recule, gamin, ou je t'égorge comme un poisson !» Marcus continua d'avancer. L'homme frappa. Marcus tenta de bloquer le coup avec son bâton, mais la lame s'enfonça dans le bois, creusant une profonde entaille. Il se tordit, essayant d'arracher le couteau. L'homme le retint. Ils se battirent. Marcus était plus petit, plus faible, mais il se battait sans pitié. Il piétina le coup de pied de l'homme. Il lui donna un coup de tête dans le nez. Il sentit le cartilage craquer. Il mordit la main qui tenait le couteau. Il goûta le sang et la saleté. L'homme hurla et lâcha la fille. Elle s'enfuit en courant vers Cruz, qui commençait à se remettre de l'effet du taser. Le poing de l'homme frappa Marcus dans les côtes. Une fois, deux fois, trois fois. La douleur explosa dans son torse. Il ne pouvait plus respirer. Sa vision devint blanche sur les bords, mais il ne lâcha pas le bâton. Il le balança sauvagement, à l'aveuglette, toucha quelque chose, la tête de l'homme peut-être, et entendit un bruit sourd. L'homme tituba en arrière. Marcus aurait dû courir, attraper la fille et se tirer de là. Mais le tireur s'était relevé, haletant, mais opérationnel, et il levait son pistolet. Marcus se jeta sur l'homme, utilisant le bâton comme une barre, le poussant en travers de sa gorge. Ils tombèrent dans un enchevêtrement de membres. Le coup partit. Le bruit était assourdissant, incroyablement fort. Les oreilles de Marcus sifflaient. Il ne savait pas s'il avait été touché. Il avait déjà tellement mal partout qu'une blessure de plus ne ferait peut-être aucune différence. Ils roulèrent sur le trottoir. Le gravier s'enfonça dans le dos de Marcus. L'homme était maintenant au-dessus de lui, appuyant de tout son poids, les mains autour de la gorge de Marcus, serrant. La vision de Marcus commença à se rétrécir. Des taches noires dansaient devant ses yeux. Il ne pouvait plus respirer ni penser. Ses mains tâtonnèrent le sol et trouvèrent un morceau de verre brisé provenant d'une bouteille de bière jetée. Il n'hésita pas. Il l'enfonça dans la cuisse de l'homme. La prise sur sa gorge se relâcha. Marcus prit une inspiration désespérée et repoussa l'homme, attrapa son bâton, son beau et fidèle bâton, et le brandit une fois de plus. Il frappa l'homme à la tempe. L'homme cessa de bouger. Marcus essaya de se lever. Ses jambes refusèrent de le porter. Il tomba à genoux, haletant, saignant d'une douzaine de coupures dont il ne se souvenait pas. Le moteur du van rugit. Le conducteur, qui était resté dans le véhicule tout ce temps, tentait de s'enfuir. Marcus se releva tant bien que mal et lança le bâton comme un javelot. Il virevolta dans les airs et fracassa le pare-brise, le réduisant en 1000 morceaux. La camionnette fit une embardée, heurta une voiture garée et continua sa route. Elle avait disparu, mais la fille était en sécurité. Cruz l'avait maintenant, la tirait dans le SUV et vérifiait qu'elle n'était pas blessée. Son visage était un masque de culpabilité et de fureur. Marcus se tenait là, au milieu de la rue, entouré de corps gémissants et de sang. La plupart étaient le sien. « Je l'ai fait », pensa-t-il. « Je l'ai vraiment fait. » Puis ses jambes se sont complètement dérobées sous lui. La dernière chose qu'il a entendue avant que l'obscurité ne l'envahisse, c'était le bruit de moteurs de moto. Des dizaines qui se rapprochaient. Marcus s'est réveillé en morceaux. Sa première sensation, c'était quelque chose de doux contre sa peau. Pas du béton, pas du carton, un vrai matelas. Des draps qui sentaient la lessive plutôt que la moisissure. Puis des bruits. Des voix qui discutaient à voix basse. Des bips d'appareils médicaux. Le grondement lointain de motos. Enfin, la vue. Un plafond blanc immaculé avec des spots encastrés. Il a essayé de s'asseoir. Une douleur fulgurante lui a traversé le torse, comme si quelqu'un lui avait enfoncé un crampon de chemin de fer dans les côtes. Wow, wow, doucement, guerrier. Un homme est apparu dans son champ de vision périphérique. La cinquantaine bien avancée, les cheveux grisonnants attachés en queue de cheval,
vêtu d'une blouse bleue éclaboussée de sang séché. Tu as 17 pointes de suture au côté, 12 au bras gauche, 8 au bras droit, et une commotion cérébrale qui t'a probablement bien secoué le cerveau. L'homme ajusta la poche de perfusion suspendue à côté du lit. Reste allongé. Où? La voix de Marcus sortit dans un croassement. Où suis-je? Au clubhouse des Devil's Hounds. Je suis Doc. Je ne suis pas vraiment médecin, mais j'ai soigné suffisamment de blessures par balle pour faire semblant. Doc l'étudia avec un intérêt professionnel. Tu as de la chance que cette blessure au couteau ait manqué tous les organes vitaux d'environ 5 cm. Si elle avait été plus profonde, tu aurais cette conversation avec Saint-Pierre. Marcus essaya de comprendre ce clubhouse, ce club de moteurs, ces Devil's Hounds. La fille va bien. Elle est traumatisée, mais physiquement indemne, grâce à toi. Doc s'assit sur le bord du lit. Tu veux me dire à quoi tu pensais? Affronter 3 hommes armés avec un bâton. Je ne pouvais pas les laisser l'emmener. La plupart des gens auraient appelé la police. La police est lente. Doc rit d'un rire sec et sans humour. Tu as raison. La porte s'ouvrit, un homme entra et soudain, la pièce sembla plus petite. Il avait peut-être 45 ans, une barbe grisonnante et des yeux d'acier. Un diamètre probablement 115 kilos, tout en muscles et en cicatrices. Il portait un gilet en cuir couvert de patchs. Devil's Hounds MC dans le dos, président sur le devant. Marcus n'avait jamais vu quelqu'un qui dégageait autant d'autorité que cet homme. Doc, comment va notre invité? Stable, têtu, il demande où est son bâton. L'expression de l'homme se transforma en quelque chose qui ressemblait à du respect. Bien sûr qu'il l'est. Il se déplaça de l'autre côté du lit, sa présence remplissant la pièce. Marcus, c'est ça? C'est ce qui était écrit sur ta carte d'identité. Marcus acquiesça. Il avait oublié qu'il avait une carte d'identité, un permis d'apprenti conducteur qu'il n'avait jamais renouvelé parce qu'il s'était enfoui avant de pouvoir passer l'examen. Je suis Victor Reyes. On m'appelle Stone. Je suis le président du Devil's Hounds Motorcycle Club National Chapter. La voix de Stone était soigneusement contrôlée, mais Marcus pouvait entendre l'émotion qui se cachait derrière. La fille que tu as sauvée, Emma, c'est ma fille, mon unique enfant. Marcus ne savait pas quoi dire. Ce que tu as fait aujourd'hui. Stone secoua lentement la tête. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Tu t'es interposé entre des ravisseurs armés et ma petite fille. Tu les as repoussés avec un simple bâton. Tu comprends à quel point c'est rare, à quel point c'est fou, courageux et stupide. J'ai juste fait ce qu'il fallait faire. Non, tu as fait ce que personne d'autre n'aurait fait. Stone fouilla dans son gilet et en sortit le bâton de Marcus. Il était en 2 morceaux, cassé pendant le combat, mais quelqu'un l'avait réparé. La cassure avait été recouverte d'un fil d'argent qui reflétait la lumière et renforcée par des bandes métalliques. La poignée avait été recouverte d'un nouveau tissu, noir et doux. Et sur toute la longueur, gravée avec soin, se trouvaient les mots suivants. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision que quelque chose d'autre est plus important. En dessous, le logo des Devil's Hounds, une tête de chien hargneuse entourée de flammes. Il s'est cassé pendant le combat, dit Stone doucement. Mais les choses cassées peuvent être rendues plus solides. Notre forgeron l'a renforcé. Il plaça le bâton dans les mains tremblantes de Marcus. Ce n'est plus seulement un bâton, mon garçon. C'est un symbole, la preuve de ce que tu as accompli. Marcus passa ses doigts sur le fil d'argent. Le nouveau poids semblait juste, équilibré, puissant. Il y a autre chose. Stone désigna une petite plaque métallique fixée à la base. Gravée dessus. Propriété de Marcus Devil's Hounds MC. Je ne suis pas dans votre club, pas encore. L'âge légal pour devenir membre est 16 ans. Stone croisa son regard. Mais cela n'a pas d'importance. À partir d'aujourd'hui, tu es sous la protection des Devil's Hounds. Quiconque s'en prend à toi s'en prend à nous. Quiconque te menace nous menace. Tu as sauvé ma fille, Marcus. Cela fait de toi un membre de la famille. La famille, ce mot frappa Marcus comme un coup physique. Il n'avait plus de famille depuis Lily. Il n'avait pas osé espérer en avoir une. Je ne comprends pas, murmura Marcus. Tu n'as pas besoin de comprendre. Accepte-le simplement. Stone se leva. Repose-toi, guéri. Quand tu seras prêt, nous parlerons de ton avenir. Mais sache ceci.
Tu ne dormiras plus jamais dans la rue. Tu n'auras plus jamais faim. Tu ne seras plus jamais seul. C'est ma promesse. Il se retourna pour partir, puis s'arrêta à la porte. Et Marcus, merci d'avoir sauvé la vie de ma fille. Je ne pourrai jamais rembourser cette dette, mais je passerai le reste de ma vie à essayer. Après son départ, Marcus resta allongé là, serrant son bâton réparé, les larmes coulant sur son visage pour la première fois depuis la mort de Lily. 3 jours plus tard, Doc déclara que Marcus était suffisamment stable pour être transféré de l'infirmerie à une vraie chambre. Le Devil's Hounds Clubhouse n'avait rien à voir avec ce que Marcus avait imaginé. Il s'était représenté un bar miteux avec des tables de billard et des enseignes lumineuses de bière. Au lieu de cela, c'était une forteresse, un entrepôt reconverti avec des murs renforcés, des caméras de sécurité à chaque coin et des gardes armés à l'entrée. Sa chambre se trouvait au 2e étage, au bout d'un couloir décoré de souvenirs de motos et de photos d'anciens membres. La chambre elle-même était simple mais propre. Un lit, une commode, un petit bureau, une fenêtre donnant sur le parking où des dizaines de Harley étaient alignés en rangées bien ordonnées. Quelqu'un, probablement Stone, lui avait laissé des vêtements. Des jeans neufs, des t-shirts, un sweat à capuche, des chaussettes et des sous-vêtements. Les premiers vêtements neufs que Marcus possédait depuis plus d'1 an. Il regardait par la fenêtre lorsqu'on frappa à la porte. Entrez. La porte s'ouvrit lentement. Emma se tenait là, toute petite dans l'embrasure de la porte. Elle portait un plateau avec un sandwich et un verre de lait. Son sac à dos licorne pendait à une épaule, un peu sale à cause de l'incident, mais intact. « Bonjour, dit-elle timidement. Papa m'a dit que je pouvais t'apporter à manger si tu voulais, si ça te convenait. » Marcus s'assit prudemment, en faisant attention à ses points de suture. « Oui, ça me convient. » Elle posa le plateau sur le bureau et s'assit sur le bord de la chaise, les mains jointes sur ses genoux. De près, Marcus pouvait voir qu'elle avait les yeux gris acier de son père, même si les siens dégageaient une chaleur que les pierres n'avaient pas. « Je voulais te remercier, » dit Emma précipitamment, « de m'avoir sauvé. Les méchants voulaient m'enlever, et tu les as arrêtés même si tu as été gravement blessé, et j'avais tellement peur. Mais ensuite, tu étais là, et tout va bien. » « Tu n'as pas à me remercier, » l'interrompit Marcus doucement. « Tu n'as pas à me remercier, mais je le fais quand même. Papa dit que tu es un héros. Il dit que tu es plus courageux que la plupart de ces gars, et ils sont tous très grands et effrayants. » Marcus prit le sandwich. Du beurre de cacahuètes et de la confiture coupée en triangles. « Je ne suis pas un héros. J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait. »« Non. » Emma secoua fermement la tête. « La plupart des gens se sont enfuis. Je les ai vus. Tout le monde s'est enfui sauf toi. » Elle n'avait pas sort. Marcus mordit dans le sandwich pour éviter de répondre. « Papa dit que tu vas vivre ici maintenant, » continua Emma. « C'est vrai? Je ne sais pas. Peut-être pendant un certain temps. J'espère que oui. » Elle sourit, dévoilant des dents écartées qui firent mal au cœur à Marcus. « Alors on pourra être amis. Je n'ai pas beaucoup d'amis. Papa dit que ce n'est pas sûr pour moi d'aller à l'école normale à cause de son travail. Alors j'ai un tuteur. Je me sens parfois seul. Je sais ce que c'est que de se sentir seul. » Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant que Marcus mangeait. Quand il eut fini, Emma se leva et prit le plateau. « Je dois faire mes devoirs maintenant, mais je peux revenir te voir demain? »« Bien sûr. »« D'accord. Au revoir, Marcus. Merci encore. » Après son départ, Marcus s'allongea sur le lit et fixa le plafond. Le personnel s'appuya contre le mur à côté de lui, les bandes argentées captant la lumière de l'après-midi. Il passa ses doigts sur les mots gravés. Le courage n'est pas l'absence de peur. Il avait été terrifié pendant ce combat, certain à chaque seconde qu'il allait mourir. Mais il l'avait fait quand même. C'était peut-être ça, le courage. Ce soir-là, Stone vint dans la chambre de Marcus avec un épais dossier. Tu dois voir ça. Il posa le dossier sur le lit. À l'intérieur se trouvaient des photos de surveillance, des impressions de SMS, des documents financiers et la photo d'un homme aux traits anguleux, au regard froid et au tatouage de serpent enroulé autour du cou. « Il s'appelle Dante Salazar, » dit Stone. La trentaine ancien membre d'un cartel, il dirige maintenant un réseau de distribution de drogue appelé Los Diablos depuis la zone industrielle. Il essaie depuis des mois de s'imposer sur notre territoire. Marcus examina la photo. C'était donc lui qui avait envoyé des ravisseurs pour enlever une fillette de 10 ans. « Pourquoi me montrez-vous ça?
Parce que vous méritez de savoir qui a essayé d'enlever Emma. Et parce que Stone s'appuya contre le bureau, les bras croisés. Les gars et moi avons discuté. Nous allons nous occuper de Diablo. Dans 3 jours, nous allons leur porter un coup dur, détruire leurs opérations, envoyer un message. Bien. Stone haussa les sourcils. Bien. Ils ont essayé de faire du mal à une petite fille. Ils doivent payer pour ça. Ils le feront. Mais je veux que tu comprennes ce que cela signifie. Nous n'allons pas simplement leur mettre une raclée. Nous allons brûler tout ce qu'ils possèdent. Ce ne sera pas propre. Ce ne sera pas légal. Ce ne sera pas joli. Marcus croisa le regard de Stone. Je m'en fiche, il le mérite. Peut-être, mais ce genre de violence a un prix. Ça te change, ça te rend plus dur. La voix de Stone s'adoucit. Je ne veux pas ça pour toi. Pas si je peux l'éviter. Je suis déjà dur. Stone l'observa longuement. Oui, je suppose que tu l'es. Il rassembla le dossier et se dirigea vers la porte. Va dormir, Marcus. Demain, tu commences l'entraînement. Hammer va t'apprendre à vraiment utiliser ce bâton. Après le départ de Stone, Marcus resta éveillé pendant des heures. Il pensa à Lily, à Emma, aux monstres qui s'en prenaient aux enfants et au système défaillant qui les laissait faire. Il pensa à la photo de Dante Salazar et prit une décision. Il n'allait pas rester les bras croisés pendant que les chiens du diable partaient en guerre. Il allait être là, d'une manière ou d'une autre. Le lendemain matin, Hammer trouva Marcus dans le parking avant le lever du soleil. Stone dit « Tu as besoin d'entraînement. » Hammer était une montagne d'hommes. Il avait le crâne rasé, une barbe qui lui descendait jusqu'à la poitrine et des mains comme des marteaux. « Montre-moi ce que tu sais faire. » Marcus saisit son bâton et se mit en position, celle qu'il avait apprise tout seul grâce à des vidéos YouTube et à des combats de rue. Hammer l'observa pendant environ 3 secondes. « C'est nul. Excuse-moi. Ta position est mauvaise. Tu annonces chacun de tes mouvements. Un aveugle pourrait voir tes attaques arriver. » Hammer fit lentement le tour de lui. « Tu as survécu à ce combat grâce à ton courage et à ta chance. » La chance finit par tourner. Marcus sentit son visage rougir. « J'ai mis 3 hommes armés à terre et j'ai failli mourir en le faisant. » Hammer s'arrêta devant lui. « Tu veux survivre au prochain combat? Oublie tout ce que tu crois savoir. » Pendant les 2 heures qui suivirent, Hammer démolit Marcus et le reconstruisit à partir de zéro. Le bon jeu de jambes, la répartition du poids, comment générer de la puissance à partir de la rotation plutôt que de la seule force des bras, comment passer d'une technique à l'autre sans s'arrêter. Le Philippine Key Hammer expliqua « Le combat au bâton. Je l'ai appris aux Philippines il y a 20 ans. Ça m'a sauvé la vie plus de fois que je ne peux compter. » À la fin, les bras de Marcus tremblaient et ses pointes de suture lui faisaient mal. Mais il comprit qu'il s'était battu comme un amateur. Hammer lui montrait comment se battre comme un professionnel. « Demain à la même heure, dit Hammer. Ne sois pas en retard. Je ne le serai pas. » Hammer commença à s'éloigner, puis se retourna. « Gamin, ce que tu as fait pour Emma, ça demandait du courage. Du courage stupide, mais du courage quand même. Ne laisse personne te dire le contraire. » C'était ce qui se rapprochait le plus d'un compliment que Marcus ait jamais reçu. Cet après-midi-là, Tank trouva Marcus dans la salle commune en train de s'entraîner aux techniques que Hammer lui avait enseignées. « Tu ne le tiens pas correctement. » Marcus leva les yeux. Tank avait une cicatrice qui allait de la tempe à la mâchoire, probablement causée par un couteau. Son regard était dur, mais pas méchant. Hammer dit « Hammer, c'est de la vieille école ici. » Tank ajusta la prise de Marcus. « Le pouce le long du manche te donne plus de contrôle. » « Merci. » Tank le regarda s'entraîner pendant 1 minute. Tu sais, quand Stone nous a raconté ce qui s'était passé, personne ne l'a cru. 3 hommes armés, un gamin de 15 ans, un bâton en bois. Il secoua la tête. Puis nous avons vu les images de vidéosurveillance. Il y a des images. Le camion de glace avait une caméra. Il a tout filmé. L'expression de Tank changea. « Je suis dans ce club depuis 20 ans. J'ai vu beaucoup de combattants, beaucoup d'hommes courageux, » fit-il après une pause. « Je n'ai jamais rien vu de tel que ce que tu as fait. » Marcus ne savait pas quoi dire. « La plupart des gens se figent, » continua Tank. « Quand il y a de la violence, quand quelqu'un est en danger, la plupart des gens se figent. Leur cerveau n'arrive pas à traiter l'information. Mais toi, tu ne t'es pas figé. Tu as agi. Tu t'es battu. Tu as gagné. » Il tapota l'épaule de Marcus. « Ce n'est pas quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose d'inné. »
Au cours des jours suivants, Marcus s'habitua au rythme du club. Les matins étaient consacrés à l'entraînement avec le marteau. Les après-midi, il aidait au clubhouse, nettoyait les vélos, organisait les fournitures, faisait tout ce qu'il y avait à faire. Les soirées étaient consacrées aux repas pris en commun dans la grande salle commune, à écouter les hommes raconter des histoires sur leurs balades, leurs combats et le bon vieux temps. Oh, mon ami, jeune homme, ils l'ont accepté sans poser de questions. Pas comme un membre à part entière, il était trop jeune pour cela, mais comme autre chose, une mascotte, peut-être un petit frère, quelqu'un qui méritait d'être protégé. Doc venait le voir 2 fois par jour, changeait ses bandages et surveillait sa guérison. Tu guéris vite, observa Doc le 4e jour en retirant les pointes de suture du bras de Marcus. Tu as de bons gènes, mais tu es encore trop maigre. Il faut que tu prennes du poids. Je mange. Pas assez, tu as 15 ans, tu devrais grandir comme une mauvaise herbe. Doc lui tendit une barre protéinée. Mange ça et ça. Une autre barre et ça. Une troisième, Marcus a ri. Il a ri pour la première fois depuis des mois. Emma lui rendait visite tous les jours. Elle lui apportait son déjeuner, toujours du beurre de cacahuète et de la confiture coupées en triangles, et il parlait de tout et de rien. Elle lui parlait de son tuteur, des livres qu'elle lisait, du chien qu'elle voulait, mais que son père ne lui laissait pas avoir. Il dit que c'est trop dangereux, expliqua Emma, à cause de son travail. Et si quelqu'un essayait de faire du mal au chien pour l'atteindre? C'est logique, je suppose. Elle picorait son sandwich. C'est juste que parfois, je me sens seul. Les autres enfants de mon ancienne école, avant que papa ne me retire de l'école, ils ne comprenaient pas. Leurs pères avaient des emplois normaux, comptables, avocats, etc. Mon père, dit-elle avant de s'interrompre. Ton père protège les gens, dit Marcus. C'est important. Tu le penses vraiment? Je le sais. Emma sourit alors de ce sourire édenté qui fit mal au cœur à Marcus. Je suis contente que tu sois là, Marcus. C'est agréable d'avoir quelqu'un à qui parler. Quelqu'un qui n'est pas un adulte. Je suis content d'être là, moi aussi. Et il le pensait vraiment. Pour la première fois depuis la mort de Lily, il avait l'impression d'avoir sa place quelque part. Le 5e soir, Stone convoqua une réunion, pas à l'église. Marcus n'avait pas le droit d'aller à l'église, mais à autre chose, quelque chose de non officiel. Marcus était allongé dans son lit lorsqu'il entendit frapper à la porte. Il ouvrit et trouva Stone debout devant lui, avec 8 hommes derrière lui, tous portant l'écusson des Devil's Hounds. « Désolé de te déranger, dit Stone, mais les gars voulaient rencontrer officiellement le gamin qui avait affronté 3 Diablos avec un bâton. » Ils entrèrent dans la petite pièce, la remplissant de cuir et de tatouages, et de violence à peine contenue. Stone désigna chaque homme à tour de rôle. « Voici Hammer, tu le connais. Tank Bones, notre secrétaire. Reaper, Ghost, Diesel, Chains, Smoke, tous membres à part entière. » Chaque homme acquiesça lorsque son nom fut prononcé. Ils avaient l'air capables de mettre Marcus en pièces à main nue, mais leurs expressions étaient respectueuses, presque révérencieuses. Hammer s'avança. « Gamin, je fais partie de ce club depuis 20 ans. J'ai participé à plus de bagarres que je ne peux en compter, et je n'ai jamais rien vu de tel que ce que tu as fait. 3 hommes armés, et tu t'es simplement jeté sur eux. Sans renfort, sans hésitation. C'est de la folie courageuse, ajouta Tank. Ou juste de la folie. Quoi qu'il en soit, respect. Bones s'éclaircit la gorge. Il était plus âgé que les autres, peut-être 60 ans, avec des lunettes de lecture perchées sur le nez. Nous voulions te donner quelque chose en guise de remerciement pour Sophie. Il tendit à Marcus un gilet en cuir. Il était plus petit que ceux que portaient les hommes, mais clairement fabriqué dans le même matériau. Le logo des Devil's Hound était brodé dans le dos. Le chien hargneux crachait des flammes. Sur le devant, un simple patch représentant un bâton. « Ce n'est pas un gilet complet, expliqua Stone. Tu n'es pas encore membre, mais c'est un signe de respect. Quand tu le porteras, les gens sauront que tu es sous notre protection, que tu fais partie de notre famille. » Marcus prit le gilet avec des mains tremblantes. Il était doux, usé, et sentait le cuir et les gaz d'échappement des motos. Il l'enfilait. Il lui allait parfaitement. « Il y a une cérémonie, continua Stone, quand quelqu'un gagne son nom de route, son surnom. Habituellement, c'est voté par le chapitre, mais dans ton cas, c'était unanime. » Il fit une pause. « Staff, le gamin qui a repoussé des kidnappeurs avec un bâton en bois, le gamin qui a plus de cœur que de bon sens. » Les hommes rirent, pas de manière moqueuse,
mais chaleureuse, acceptante. Reaper prit la parole. Il était maigre et avait les yeux hantés. Si tu as besoin de quoi que ce soit, petit, viens nous voir. Tu fais partie de la bande maintenant. Ils sortirent un par un, chacun tapotant l'épaule de Marcus ou ébouriffant ses cheveux. Stone resta en arrière. Ça va? Je ne sais pas qui je suis. C'est normal. Il y a beaucoup à assimiler. Stone s'assit sur le bord du bureau. Tu dois savoir que nous allons nous venger des Diablos pour ce qu'ils ont tenté de faire à Emma. Ça va mal tourner. Tant mieux. Stone haussa les sourcils. Tant mieux. Ils ont essayé de faire du mal à une petite fille. Ils doivent me payer pour ça. Ils le feront. Mais je veux que tu comprennes ce que cela signifie. Nous n'allons pas simplement leur mettre une raclée. Nous allons les détruire, brûler leurs opérations. Faire un exemple. Les yeux de Stone étaient durs. Ça ne sera ni propre, ni légal, ni joli. Marcus soutint son regard sans broncher. Je m'en fiche. Il le mérite, peut-être, mais ce genre de violence a un prix. Ça te change, ça te rend plus dur. La voix de Stone s'adoucit. Je ne veux pas ça pour toi. Pas si je peux l'éviter. Je suis déjà dur. Stone l'observa longuement. Oui, je suppose que tu l'es. Le lendemain, Marcus fit une bêtise. Il alla voir le prisonnier. Il avait entendu Tank et Hammer parler de lui, l'un des ravisseurs détenus au sous-sol, celui que Marcus avait mordu pendant la bagarre. Il s'appelait Carlos et il chantait comme un canari, révélant tout ce qu'il savait sur les activités de Salazar. Marcus trouva Doc à l'infirmerie. « J'ai besoin de te poser une question officieusement. » Doc leva les yeux de son inventaire. « Ça semble inquiétant. Le Diablo que j'ai mordu pendant la bagarre, il est au sous-sol. » « Oui, il a le bras cassé à cause du coup que tu lui as donné avec le bâton, plus une vilaine morsure qui s'est infectée. Il a parlé. Il nous a tout dit. » L'expression de Doc est devenue soigneusement neutre. « Pourquoi? Je veux le voir. Ce n'est pas une bonne idée. Je me fiche de savoir si c'est une bonne idée. Je dois le voir. » Marcus marqua une pause. « Je dois comprendre pourquoi quelqu'un ferait ça. S'en prendre à un enfant. » Le docteur resta silencieux pendant un long moment. Puis il soupira. « Laissez-moi parler à la Stone. » 1 heure plus tard, Tank conduisit Marcus au sous-sol. L'endroit était froid et fonctionnel. Il n'y avait pas de fenêtre, juste une chaise boulonnée au sol. Diablo était assis sur cette chaise, les mains attachées dans le dos avec des liens en plastique. Il avait de l'air mal en point, couvert de bleu, pâle, le bras dans une écharpe de fortune. Quand il vit Marcus, ses yeux s'écarquillèrent. « Toi, le gamin avec le bâton. » Marcus s'approcha lentement. « Comment tu t'appelles? »« Carlos. »« Carlos? » Marcus s'arrêta à quelques mètres de lui. « T'as essayé de kidnapper une fillette de 10 ans. Je ne faisais que suivre les ordres, mec. » La voix de Carlos était désespérée. Salazar dit, « Je me fiche de ce qu'a dit Salazar. Tu as fait un choix. » Carlos détourna le regard. « Oui, c'est vrai. Et maintenant, je vais mourir pour ça. C'est ça? » Marcus ne répondit pas. Au lieu de cela, il demanda, « Pourquoi s'en prendre à une enfant? » Pour avoir un moyen de pression. La voix de Carlos était monocorde, vaincu. Salazar pensait que si nous avions la fille de Stone, nous pourrions le forcer à se retirer de notre territoire et ouvrir de nouvelles voies de distribution. Ça devait être un enlèvement propre. Entrer et sortir sans violence. Tu avais un couteau pour faire semblant. Nous n'allions pas lui faire de mal. Foutaise. La voix de Marcus était froide. Tu as pointé ce couteau vers moi. Tu étais prêt à t'en servir. Carlos tressaillit. Tu nous as attaqués. Nous nous sommes défendus. Tu étais en train d'enlever une enfant. Marcus sentit la rage monter en lui. Elle a 10 ans. Elle a un sac à dos avec une licorne, elle aime la glace au chocolat et elle prépare des sandwichs au beurre de cacahuètes pour les gens qu'elle aime. Et tu allais lui mettre un sac sur la tête et la jeter dans une camionnette. Le visage de Carlos se décomposa. J'ai moi-même des enfants, des filles. Je ne lui aurais jamais fait de mal, alors tu aurais dû y penser avant de l'attraper. Marcus le fixa longuement. Cet homme, ce lâche qui essayait de justifier l'injustifiable. Où est Salazar maintenant? Je ne sais pas. Il se déplace sans cesse. Il ne reste jamais au même endroit. Mais tu connais ses opérations, ses planques, ses habitudes. Oui, et je leur ai déjà tout dit. La voix de Carlos était creuse. Ils ont les plans, les horaires, tout. Je leur ai tout donné. Mais ça n'aura aucune importance.
Je suis quand même mort. Tank prit la parole depuis le seuil de la porte. Gamin, on en a fini ici. Marcus se retourna et sortit. Il était à mi-chemin dans les escaliers lorsqu'il entendit Carlos l'appeler. Hé, gamin, pour ce que ça vaut, je suis désolé. Pour la fille, pour tout. Marcus ne se retourna pas. Cette nuit-là, Emma vint dans sa chambre. Il était tard, presque minuit. Elle portait un pyjama avec des chats dessinés dessus et elle avait l'air effrayée. Salut. Sa voix était faible. Je peux entrer? Bien sûr. Elle s'assit sur le bord de son lit, ramenant ses genoux contre sa poitrine. Papa va se battre contre les méchants demain. Oui. Tu as peur? Marcus réfléchit d'un instant à la question. Un peu, mais ton papa est intelligent et fort. Il s'en sortira. Il a promis qu'il reviendrait. La voix d'Emma se brisa, mais les adultes ne tiennent pas toujours leurs promesses. La douleur dans sa voix transperça Marcus comme un couteau. Cette enfant douce et innocente, avait déjà appris que le monde était cruel et injuste, tout comme Lily l'avait appris, tout comme Marcus l'avait appris. Il passa son bras autour d'elle. Pas ton père, il ne rompra pas cette promesse. Comment le sais-tu? Parce qu'il a toi qui l'attends, et c'est la chose la plus importante au monde. Emma se blottit contre son épaule. Ils restèrent assis en silence, écoutant les motos qui se préparaient dans le parking en contrebas. Des hommes qui criaient, des moteurs qui vrombissaient, des bruits de guerre. Marcus. Oui. Tu peux me promettre quelque chose? Quoi? Promets-moi que tu ne partiras pas. Promets-moi que tu seras encore là quand papa reviendra. Marcus sentit son cœur se serrer. Je te le promets. Elle le serra très fort dans ses bras. Merci de m'avoir sauvé, d'être mon ami, pour tout. Après son départ, escorté jusqu'à sa chambre par l'un des membres restés pour garder le clubhouse, Marcus alla à la fenêtre. Il pouvait voir le parking en contrebas, des hommes vérifiant leurs armes, enfilant leurs gilets pare-balles, chargeant les véhicules. C'était le moment, la nuit de l'opération. Stone lui avait interdit de participer à l'assaut, lui avait fait promettre de rester au clubhouse où il était en sécurité. Mais Marcus ne pouvait pas rester en retrait. Pas quand les gens qui avaient essayé de faire du mal à Emma étaient là dehors. Pas quand il pouvait aider. Il attrapa son bâton et son nouveau gilet en cuir. Il se glissa hors de sa chambre et descendit par l'escalier de service. Les gardes étaient concentrés sur l'entrée principale. La porte de la cuisine n'était pas surveillée. Sur un crochet près de la porte, étiqueté « Véhicule d'urgence », se trouvait un jeu de clés de voiture. Marcus les prit. Il n'avait conduit que quelques fois auparavant, des voitures volées, de brèves virées lorsqu'il avait besoin de se rendre rapidement quelque part, mais il se souvenait des bases. Démarrer le moteur, passer la première, ne pas avoir d'accident. La berline était garée dans le parking arrière. Marcus monta à bord, démarra le moteur et sortit aussi discrètement que possible. Dans le rétroviseur, il regarda le clubhouse s'éloigner. Il avait fait une promesse à Emma, mais il avait fait une promesse plus ancienne à Lily, et certaines promesses ne pouvaient être tenues depuis la touche. Le quartier industriel était à 40 minutes. Marcus conduisait prudemment, en respectant les limitations de vitesse, se fondant dans la circulation, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. C'était de la folie, du suicide. Si Stone l'apprenait, il serait furieux. Mais Marcus ne pouvait pas rester en retrait. Pas alors que Dante Salazar était en liberté. Pas alors que l'homme qui avait tenté d'enlever Emma respirait le même air que tout le monde. Il était à mi-chemin lorsqu'il entendit les premières sirènes, puis des coups de feu. Les chiens du diable étaient passés à l'action. Marcus appuya sur l'accélérateur. Quoi qu'il arrive, il n'allait pas manquer ça. Marcus gara la berline à 2 pâtés de maisons du quartier des entrepôts et coupa le moteur. La nuit était animée par le chaos. Des coups de feu crépitaient au loin. Des sirènes hurlaient quelque part. Du verre se brisait et des hommes criaient. Les chiens du diable avaient frappé plusieurs endroits simultanément. Une stratégie intelligente consistant à diviser les forces ennemies pour les submerger avant qu'elles ne puissent se regrouper. Marcus attrapa son bâton et sortit de la voiture. Son cœur battait à tout rompre. Son instinct lui criait que c'était du suicide. Il avait 16 ans, à peine remis de ses blessures à l'arme blanche, et il s'aventurait dans une zone de guerre avec rien d'autre qu'un bâton en bois. Mais il continua d'avancer pour Emma, pour Lily, pour la promesse qu'il s'était faite la nuit où sa sœur était morte.
L'entrepôt principal se trouvait 3 pâtés de maisons plus de loin. Marcus pouvait voir les projecteurs des véhicules d'urgence et des silhouettes se déplacer dans l'ombre. Il fit le tour par l'arrière, en restant baissé, utilisant les voitures garées et les bennes à ordures comme couverture. Son entraînement avec le marteau fit effet. Bouger doucement, rester silencieux. Ne pas attirer l'attention. Il atteignit le quai de chargement à l'arrière du bâtiment. Un seul garde se tenait là, avec les couleurs de Diablo sur son gilet, changeant nerveusement de pied. L'homme jetait des coups d'œil vers les bruits de la bataille, se demandant clairement s'il devait s'enfuir. Marcus ne lui laissa pas le temps de se décider. Il se précipita vers lui, levant son bâton et balaya les jambes de l'homme. Le garde heurta violemment le béton. Marcus enchaîna avec un coup au plexus solaire, lui coupant le souffle. « Où est Salazar ?» demanda l'homme, haletant, luttant pour respirer. Marcus appuya son bâton contre sa gorge. « Où est Salazar à l'intérieur ?» Les mots sortirent étouffés. Au 2e étage, dans le bureau. Marcus attacha les mains de l'homme avec des liens en plastique qu'il avait pris dans les fournitures du clubhouse et le bâillonna avec son propre bandana. Puis il se glissa à l'intérieur. L'entrepôt était en plein chaos. Les chiens du diable étaient partout, ligotant Diablo, détruisant le matériel, mettant les lieux à sac. Personne ne remarqua un maigre gamin vêtu d'un gilet en cuir qui se déplaçait dans l'ombre. Ils étaient trop occupés à gagner. Marcus trouva les escaliers et monta au 2e étage. Ses pointes de suture tiraient à chaque pas, lui envoyant des élancements de douleur dans le côté. Il les ignora. Le couloir était vide. L'action se déroulait principalement en bas. Une porte laissait passer de la lumière par le bas, la seule pièce encore occupée. Marcus testa la poignée, verrouillée. Il recula d'un pas et donna un coup de pied. La porte trembla mais tint bon. Il donna un autre coup de pépite plus fort. Le cadre se fendit, la porte s'ouvrit brusquement, et là se trouvait Dante Salazar. L'homme était exactement comme sur sa photo. Des traits anguleux, des yeux froids, un tatouage en forme de serpent enroulé autour de son cou. Il se tenait derrière un bureau, en train de fourrer de l'argent dans un sac de sport. Un pistolet était à portée de main. Quand il vit Marcus, il éclata de rire. « Tu te fous de moi. » La voix de Salazar était pleine de mépris. « Le bâton, gamin. C'est toi qui as causé tous ces problèmes. » Marcus leva son bâton. « Oui, le bâton, gamin. Et qu'est-ce que tu comptes faire exactement? Me tuer? » Salazar se désigna lui-même. « Si je dois le faire, je le ferai. » Quelque chose changea dans l'expression de Salazar. Pas de la peur, pas encore, mais une réévaluation. « C'est toi qui as éliminé mes gars quand ils ont enlevé la fille. Elle s'appelle Emma. Je me fiche de son nom. » La main de Salazar se dirigea vers le pistolet. Elle était un moyen d'arriver à mes fins. Rien de personnel. Elle a 10 ans. Et Stone est le président d'un club de motards qui saigne à blanc mon organisation depuis des mois. Les doigts de Salazar se refermèrent sur l'arme. Les affaires sont les affaires, petit. Tu comprendras quand tu seras plus âgé. Je ne vieillirai pas si tu me tires dessus. Tu es intelligent. Salazar leva le pistolet. Un dernier mot? Marcus bougea. Le coup partit. La balle passa si près de sa tête qu'il sentit la pression de l'air changer contre son oreille. Mais il était déjà à l'intérieur de la garde de Salazar, balançant déjà le bâton dans un arc serré. Le chêne frappa le poignet de Salazar. Les os craquèrent. Le pistolet tomba bruyamment sur le sol. Salazar lança un coup de poing avec son autre main, touchant Marcus à la mâchoire. Des étoiles explosèrent dans son champ de vision. Il tituba en arrière, goûtant le sang. Petit salaud. Salazar grogna. Il plongea vers le pistolet. Marcus se remit et abattit son bâton sur la main tendue de Salazar. D'autres os se brisèrent. Salazar poussa un cri aigu, semblable à celui d'un animal. « Tu as essayé d'enlever Emma. » La voix de Marcus était étrangement calme. « Tu as envoyé des hommes kidnapper une petite fille. C'était juste du business. » Du business. Marcus le frappa à nouveau, cette fois dans les côtes. Il entendit quelque chose craquer. Les enfants sont intouchables. Tout le monde le sait. Même les criminels, même les monstres. Salazar s'effondra contre le bureau, serrant sa main cassée. « Tu te prends pour un héros? Tu crois que ça change quelque chose? Je me fiche d'être un héros. Je veux juste m'assurer que tu ne feras plus jamais de mal à un enfant. » Marcus leva son bâton pour frapper à nouveau, puis se figea.
Il pouvait facilement tuer cet homme. Salazar était blessé, désarmé, sans défense. Un seul coup à la tête, c'est tout ce qu'il fallait. Mais quelque chose l'en empêcha. Ce n'était ni la peur, ni la pitié, mais autre chose. S'il faisait cela, s'il devenait un meurtrier, il franchirait une ligne qu'il ne pourrait jamais franchir. Il deviendrait ce qu'il détestait, ce qui avait détruit Lily. Le système avait failli à sa sœur. Monsieur Henderson l'avait détruite, et Marcus avait juré d'être différent, de protéger les enfants, de ne pas devenir un autre prédateur. Tuer Salazar ne ramènerait pas Lily. Cela ferait simplement de Marcus quelqu'un qu'elle ne reconnaîtrait pas. Ses mains tremblaient sur le bâton. « Qu'est-ce que tu attends? » La voix de Salazar était lourde de douleur. « Fais-le. Achève-le. » Marcus ne bougea pas. « Tu n'as pas le courage. » Salazar éclata d'un rire humide et brisé. « Tu n'es qu'un gamin, un petit drap des rues sans abri qui joue au héros. Tu n'as pas ce qu'il faut pour... » La porte explosa vers l'intérieur. Stone occupait tout le passage. Du sang éclaboussait son gilet, la fureur brûlait dans ses yeux. « Marcus, recule. » Marcus baissa le bâton. « Il est à toi. » Stone s'avança lentement, délibérément. Ses bottes résonnaient sur le sol comme le tonnerre. Le visage de Salazar pâlit. « Stone, écoute, on peut s'arranger. La fille Emma, elle va bien. Personne n'a été blessé. Il n'y a aucune raison pour qu'on ne puisse pas. Tu t'en es pris à ma fille. » La voix de Stone était calme, terrifiante. « Tu as enfreint la règle la plus ancienne, la seule règle qui compte. C'était pour le travail. Juste pour le travail. J'essayais de... Je me fiche de ce que tu essayais de faire. » Stone s'arrêta devant lui. « Je me soucie de ce que tu as fait. Je t'en prie. » Salazar perdit son sang-froid. Des larmes coulaient sur son visage. « Je t'en prie. J'ai une famille, une mère. Je partirai. Je disparaîtrai. Tu ne me reverras plus jamais. Laisse-moi partir. Tu aurais dû penser à ta famille avant de t'en prendre à la mienne. » Stone se baissa et ramassa le bâton de Marcus. Il l'examina. Le renfort en argent, les mots gravés, le logo des chiens du diable. « Tu sais ce que c'est? » Il tint le bâton devant le visage de Salazar. « C'est la preuve qu'un gamin de 16 ans a plus d'honneur que tu n'en auras jamais. Plus de courage, plus de cœur. » Il rendit le bâton à Marcus. « Descends, attends-moi dans le camion. » Stone. « Maintenant, Marcus. » Marcus hésita. Une partie de lui voulait rester, voulait voir justice être faite, voulait voir Salazar payer pour ce qu'il avait tenté de faire. Mais une autre partie de lui, celle qui se souvenait encore du sourire de Lily, de ses colliers de pissenlit, de sa croyance innocente que le monde pouvait être bon. Cette partie savait qu'il n'avait pas besoin de voir ça. Certaines limites, une fois franchies, ne pouvaient plus être effacées. Il se dirigea vers la porte. Le jeune Marcus se retourna. L'expression de Stone s'était légèrement adoucie. « Tu as bien agi ce soir. C'était stupide, mais bien. Merci. Ne me remercie pas encore. Nous allons avoir une longue conversation sur le fait de suivre les ordres. » Marcus acquiesça et sortit. Derrière lui, il entendit Salazar commencer à supplier. Il ne resta pas pour entendre la fin. L'entrepôt était plus calme maintenant. Les combats s'étaient déplacés ailleurs. Ou peut-être étaient-ils déjà terminés. Marcus descendit les escaliers en passant devant les débris de l'opération de Salazar, devant les membres des Devil's Hounds qui lui faisaient un signe avec quelque chose qui ressemblait à du respect. La nouvelle s'était déjà répandue. Le gamin s'était rebellé, avait affronté Salazar seul, l'avait retenu jusqu'à l'arrivée de Stone. Fou courageux ou simplement fou? Quoi qu'il en soit, une légende. Marcus trouva le camion de Stone garé dehors et grimpa sur le siège passager. Ses mains tremblaient, l'adrénaline s'estompait, le laissant vide et épuisé. Il avait failli tuer un homme ce soir. Il l'avait voulu pour Emma, pour Lily, pour tous les enfants qui avaient été abandonnés par le système, par des adultes qui auraient dû les protéger. Mais il ne l'avait pas fait. Il ne savait pas si cela le rendait fort ou faible. 20 minutes plus tard, Stone s'installa au volant. Ses jointures étaient meurtries et ensanglantées. Son visage était indéchiffrable. Ils roulèrent en silence pendant plusieurs kilomètres. Finalement, Stone prit la parole. « Tu as désobéi à des ordres directs. Oui, tu t'es mis en danger après tout ce que je t'avais dit, après tout ce dont nous avions parlé. Oui, tu aurais pu être tué. Je sais. » Nouveau silence. Pourquoi? La voix de Stone était tendue.
Pourquoi n'as-tu pas simplement resté au clubhouse où tu étais en sécurité? Marcus regardait par la fenêtre, parce que la sécurité ne suffisait pas, parce que Salazar était là-bas et que je ne pouvais pas rester assis à attendre que quelqu'un d'autre s'en occupe. Ce n'est pas ton travail. Tu as 16 ans. Je suis celui qui a sauvé ta fille. Les mains de Stone se crispèrent sur le volant. Ne me sors pas cette carte, Marcus. Je t'en suis reconnaissant, plus reconnaissant que tu ne le seras jamais. Mais cela ne te donne pas le droit de gâcher ta vie dans une mission de vengeance. Ce n'était pas de la vengeance. Alors qu'est-ce que c'était? Marcus resta silencieux pendant un long moment. Quand il parla, sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. J'avais une sœur, Lily. Elle avait 8 ans. Stone lui jeta un coup d'œil. Nous étions en famille d'accueil ensemble. Le dernier placement, avant que je n'atteigne l'âge limite. La gorge de Marcus se serra. Notre père d'accueil, c'était un prédateur. J'ai vu la façon dont il la regardait, la façon dont il trouvait des excuses pour être seul avec elle. Bon sang, je l'ai signalé, j'ai appelé la hotline, j'ai supplié l'assistante sociale d'enquêter. Marcus serra les poings. Elle a dit qu'ils allaient se renseigner. Elle a dit, ces choses-là prennent du temps. Que s'est-il passé? Une semaine plus tard, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé Lily dans la baignoire, un flacon de médicaments vide sur le sol. Elle avait 8 ans et avait décidé que le monde était trop dur. Stone resta silencieux. Le système l'a laissé tomber. Les adultes qui étaient censés la protéger l'ont laissé tomber. Et je me suis promis cette nuit-là, j'ai juré sur sa tombe que je ne laisserai jamais cela se reproduire. Que si jamais je voyais un autre enfant en danger, je n'attendrais pas que quelqu'un d'autre s'en occupe. Je ne ferai pas confiance au système. Marcus se tourna vers Stone. Quand j'ai vu ces hommes attraper Emma, j'ai vu Lily. Je l'ai vue dans cette baignoire. J'ai vu tout ce que je n'avais pas réussi à empêcher. Et je n'ai pas pu. Sa voix se brisa. Je ne pouvais pas laisser cela se reproduire. Alors tu t'es jeté sur 3 hommes armés avec un bâton. Oui. Et ce soir, tu t'es rendu seul dans une zone de guerre. Oui. Pour affronter Salazar. Oui. Stone a garé le camion sur le bord de la route et s'est arrêté. Pendant un long moment, il est resté assis là, le regard fixe. Puis il s'est tourné vers Marcus. Je suis désolé pour ta sœur. Aucun enfant ne devrait avoir à vivre ça. Elle n'aurait pas dû. Le système ne s'est pas suffisamment soucié d'empêcher cela. Le système laisse tomber beaucoup d'enfants. La voix de Stone était grave. Je l'ai vu. Le recrutement dans les gangs, la toxicomanie, les enfants qui passent entre les mailles du filet parce que tout le monde s'en fiche. Il fit une pause. C'est en partie pour cela que je fais ce que je fais. Les chiens du diable. Nous ne sommes pas des anges. Nous avons fait des choses qui vous feraient dresser les cheveux sur la tête, mais nous protégeons aussi notre communauté, nos familles, les nôtres. Comme Emma et comme vous. Stone le regarda dans les yeux. Tu es l'un des nôtres maintenant, Marcus, que tu le veuilles ou non. Et cela signifie que je suis responsable de toi. Cela signifie que lorsque je te dis de rester en sécurité quelque part, j'attends de toi que tu y restes. Je ne peux pas te le promettre, je sais. Stone esquissa un sourire. Tu es trop têtu, trop courageux, trop semblable à moi quand j'avais ton âge. Il redémarra le camion. Mais la prochaine fois que tu décides de faire cavalier seul, préviens-moi au moins pour que je puisse te couvrir. Marché conclu. Ils parcoururent le reste du trajet dans un silence confortable. Quand ils arrivèrent au clubhouse, l'ambiance était à la fête. La musique retentissait, l'alcool coulait à flot, les membres se tapaient dans le dos et se racontaient leur victoire. Les Diablos avaient été décimés. 4 sites avaient été frappés simultanément, leur trafic de drogue détruit, leurs dirigeants éliminés. La nouvelle s'était rapidement répandue que Marcus avait affronté Salazar seul, qu'il l'avait retenu jusqu'à l'arrivée de Stone, que le gamin au bâton était entré dans la fosse au lion et en était ressorti sans une égratignure. Tank fut le premier à le trouver. Gamin, espèce de fou. Il serra Marcus dans une étreinte si forte que ses côtes en hurlèrent. Tu t'es attaqué à Salazar tout seul. Ça semblait être une bonne idée sur le moment. C'était une idée terrible. Tank le relâcha en souriant. Mais tu as réussi. C'est ce qui compte. Hammer apparut ensuite, secouant la tête. Je t'ai entraîné pendant quoi, 5 jours, et tu décides d'affronter seul un homme de main du cartel? J'ai eu un bon professeur. Les flatteries ne te sauveront pas des exercices supplémentaires que j'ajoute à ton programme.
Mais Hammer souriait aussi. Bones a mis un soda dans la main de Marcus. Je me suis dit que tu l'avais mérité. Reaper a levé sa bouteille de bière en guise de salut. Au personnel, le gamin le plus fou que j'ai jamais rencontré. Au personnel, répétèrent les autres. Marcus sentit une chaleur envahir sa poitrine. Ce n'était pas le soda, mais autre chose. L'appartenance, l'acceptation, la famille. Il avait passé tellement de temps seul à survivre en marge, sans faire confiance à personne, sans avoir besoin de personne. Et maintenant, entouré de ces hommes qu'il avait acceptés comme l'un des leurs, il comprenait enfin ce qui lui avait manqué. C'était ce que Lily avait voulu pour lui. Un endroit où il avait sa place, des gens qui se souciaient de lui, une chance d'être plus qu'un simple survivant. Il aurait aimé qu'elle puisse le voir maintenant. Vers minuit, la fête commença à s'essouffler. Les membres regagnèrent leur chambre ou rentrèrent chez eux. La musique s'estompa pour devenir un bruit de fond. Marcus était assis dans un coin, épuisé, mais incapable de dormir, quand Emma apparut. Elle portait à nouveau son pyjama chat, les cheveux ébouriffés par le sommeil. « Tu vas bien? » Sa voix était pleine de soulagement. « Papa a dit que tu avais poursuivi le méchant, que tu avais aidé à l'attraper. Ton père a fait le plus gros du travail, mais tu étais là. Tu as aidé. » Elle s'assit à côté de lui, assez près pour que leurs épaules se touchent. « Tu avais peur, tu étais terrifié, mais tu l'as fait quand même. » Oui, c'est ça, le courage, non? Avoir peur, mais agir quand même. Marcus la regarda. Cette enfant douce et innocente qui avait vu trop de choses et qui croyait encore aux héros. Oui, dit-il doucement. C'est exactement ça. Emma le serra dans ses bras. Merci pour tout, pour m'avoir sauvé, pour être mon ami, pour ne pas être parti. J'ai promis que je ne partirais pas. Je sais, elle s'écarta en souriant. C'est pour ça que je savais que tu reviendrais. Après qu'elle se fut couchée, Marcus resta assis seul dans le noir, tenant son bâton. Les bandes argentées brillaient au clair de lune. Les mots gravés semblaient rayonner. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision que quelque chose d'autre est plus important. Il pensa à Lily, à Emma, à Stone et au chien du diable, et à l'avenir qui semblait soudain possible. 6 mois plus tôt, il était un fantôme. Un enfant sans abri qui n'avait rien d'autre qu'un bâton en bois et une promesse faite à une fille morte. Maintenant, il avait un foyer, une famille, un but, et demain, il commencerait à construire le reste de sa vie. Mais c'était demain. Ce soir, il s'assit simplement dans l'obscurité et se laissa envahir par un sentiment de gratitude. Pour la première fois depuis des années, Marcus s'endormit sans rêver de baignoire et de flacons de médicaments vides. 6 mois avaient tout changé. Marcus se tenait dans le jardin derrière la propriété de Stone, un bâton à la main, effectuant sa routine matinale. Le chêne se déplaçait dans les airs comme une extension de son corps. Fluide, précis, mortel. 50 coups, 50 parades, 50 estocades. Sa forme était méconnaissable par rapport à celle du gamin négligé et autodidacte qui se battait derrière le restaurant de Chen. Hammer l'avait reconstruit de fond en comble. Technique appropriée, Filipino key, fluidité du combat. Marcus bougeait désormais comme l'eau, comme le feu, comme quelque chose qui pouvait vous blesser avant même que vous ne vous rendiez compte de son approche. « Pas mal, Marcus, » dit Hammer en se retournant. Il se tenait au bord du jardin, les bras croisés, et observait. « Tu m'espionnes pour t'assurer que tu ne te relâches pas. » Hammer s'approcha. « Ton jeu de jambes s'est amélioré. Tes rotations sont plus nettes. Tu écoutes vraiment ce que je t'ai enseigné. J'ai eu un bon professeur. Tu as raison. » Hammer s'assit sur les marches du porche. « Il y a 6 mois, tu étais un gamin des rues avec plus de cran que de cervelle. Et maintenant, regarde-toi. » Marcus baissa les yeux vers lui-même. Il avait pris 9 kilos de muscles depuis qu'il avait emménagé chez Stone. Des repas réguliers, des boissons protéinées et des séances d'entraînement brutales avaient transformé son corps. Il n'était pas grand, ne serait jamais grand, mais il était mince, rapide, dangereux. « Je me sens encore parfois comme ce gamin des rues, ami de Marcus. »« C'est bien. N'oublie jamais d'où tu viens. » L'expression de Hammer devint sérieuse. « Le jour où tu l'oublieras, tu deviendras faible, et les gens faibles ne survivent pas dans ce monde. C'est pour ça que tu as rejoint le club. » En partie, Hammer regarda au loin. « J'étais comme toi autrefois, des circonstances différentes,
Mais la même situation. Personne, rien. Puis Stone m'a trouvé. Il m'a donné un but, une famille. Les chiens m'ont sauvé la vie. Il regarda Marcus. Ils sauveront la tienne aussi si tu les laisses faire, monsieur Ham. La porte arrière s'ouvrit. Emma surgit, suivie de Thor qui bondissait derrière elle. Le berger allemand avait été une idée de Stone. Un chien de garde et un compagnon tout en un. Emma l'avait nommé d'après le dieu nordique du tonnerre en raison de ses aboiements puissants. Marcus, tu as promis? Marcus sourit. Promis quoi? Tu as dit que tu m'aiderais avec mon projet scientifique aujourd'hui. Je dois le rendre lundi et je n'ai même pas commencé. J'ai dit peut-être. Tu as dit oui. Emma lui a attrapé la main et a commencé à le tirer. Allez, c'est sur les volcans. Hammer a ri. Tu ferais mieux d'y aller, mon gars. Tu ne peux pas faire attendre une dame. Marcus a laissé Emma le traîner à l'intérieur. Thor trottait derrière eux. C'était sa vie maintenant. S'entraîner le matin, aider Emma à faire ses devoirs l'après-midi, dîner avec Stone et la famille le soir, car c'est ce qu'ils étaient désormais, une famille. Cela lui semblait encore irréel parfois. 6 mois plus tôt, il dormait dans des entrées d'immeubles et mangeait dans des poubelles. Maintenant, il avait sa propre chambre avec un vrai lit, des vêtements propres, 3 repas par jour et des gens qui se souciaient de lui. Le projet scientifique leur prit 3 heures. Emma voulait construire un volcan qui entrerait réellement en éruption, ce qui impliquait du bicarbonate de soude, du vinaigre et beaucoup de désordre. Quand ils eurent terminé, la cuisine ressemblait à une zone sinistrée et ils étaient tous les deux couverts de fausses laves. Papa va nous tuer, dit Emma en constatant les dégâts. Je vais te nettoyer. Tu m'aideras à nettoyer. J'ai aussi mis le bazar. Ils travaillèrent ensemble, frottant les plans de travail et passant la serpillière. Thor les observait depuis son lit, remuant la queue, visiblement amusé par toute cette agitation. « Marcus, oui, tu vas rester pour toujours? » La question le prit au dépourvu. « Que veux-tu dire par rester avec nous? » La voix d'Emma était faible. « Papa dit que tu fais partie de la famille maintenant, mais parfois les gens disent ça et puis ils partent quand même. » Marcus arrêta de passer la serpillière et la regarda. Cet enfant, cet adorable et merveilleux enfant qui avait traversé tant d'épreuves et qui craignait encore d'être abandonné. « Je ne vais nulle part, dit-il fermement. Promis, promis. » Elle le serra dans ses bras, répandant de faux résidus de volcan sur sa chemise. Il s'en moquait. Ce soir-là, Stone appela Marcus dans son bureau. La pièce était remplie de souvenirs liés à la moto, des photos d'anciens membres, des récompenses et des trophées remportés lors de courses caritatives. Stone s'assit derrière son bureau, le visage impassible. Ferme la porte. Marcus obéit, sentant un nœud se former dans son estomac. Avait-il fait quelque chose de mal? « Assieds-toi. » Il s'assit. Stone l'observa longuement. « 6 mois. Monsieur, cela fait 6 mois que vous avez sauvé Emma, que vous êtes venu vivre avec nous. » Stone se cala dans son fauteuil. Beaucoup de choses ont changé. Oui, monsieur, vous avez changé. Vous avez pris du muscle, amélioré vos compétences. Hammer dit que vous êtes l'un des meilleurs élèves qu'il ait jamais formé. C'est un bon professeur. C'est vrai. Mais vous êtes un meilleur élève. Stone sortit un dossier du tiroir de son bureau. J'ai reçu des rapports de Hammer, du Doc, de Tank et des autres. Ils disent tous la même chose. Quoi donc? Que vous êtes prêt. Le cœur de Marcus se mit à battre, à tout rompre. Prêt pour quoi? Stone ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvaient des photos de Marcus s'entraînant, aidant au clubhouse. Marcus avec Emma. Il y avait aussi des documents, des bulletins scolaires avec des A partout, des rapports médicaux indiquant un rétablissement complet, des évaluations d'entraînement avec des notes élevées dans tous les domaines. « Tu auras 16 ans le mois prochain, » dit Stone. « C'est l'âge des espoirs. Tu es assez âgé pour commencer officiellement le processus d'adhésion au club. » Marcus ne pouvait plus respirer. « Je te propose un choix. » La voix de Stone était mesurée, prudente. « Tu peux rester ici en tant que membre de la famille, ce que tu es, quelle que soit ta décision. Vivre dans cette maison, terminer tes études, mener une vie normale ou... » Il marqua une pause. « Tu peux devenir aspirant chez les Devil's Hounds, apprendre le métier, gagner ton écusson. » Que signifie aspirant? Cela signifie travailler, travailler dur. Tu seras au bas de l'échelle et tu feras tout ce qu'il y a à faire. Nettoyer les motos, faire des courses, faire tes preuves encore et encore.
Cela pourrait prendre 1 an, cela pourrait prendre 5 ans. Cela dépend de vous. Et si je réussis, Stone plongea la main dans le dossier et en sortit un gilet en cuir, de taille normale. Le logo des Devil's Hounds brodé dans le dos, le chien hargneux entouré de flammes. Vous deviendrez un frère, un membre à part entière. L'un des nôtres. Marcus fixa le gilet. 6 mois plus tôt, il n'était personne. Un enfant abandonné que le monde avait oublié. Aujourd'hui, le président d'un club de motards lui offrait un avenir. Et l'école? Tu continues. L'éducation est importante. Je veux que tu obtiennes ton diplôme. Tu peux même aller à l'université si c'est ce que tu veux. Être un hound ne signifie pas être stupide. Et l'expression d'Emma Stone s'adoucit. Elle t'aime et elle te considère comme un grand frère. Cela ne changera pas, quelle que soit ta décision. Marcus regarda le gilet, puis Stone, puis à nouveau le gilet. Puis-je y réfléchir? Prends tout le temps qu'il te faut. Stone remit le gilet dans le dossier. C'est une décision importante. Elle va changer ta vie. Je ne veux pas que tu la prennes à la légère. Merci pour tout. Pour m'avoir accueilli, pour m'avoir donné une chance, pour... Ne me remercie pas. La voix de Stone était rude mais chaleureuse. Tu l'as mérité. Chaque instant. Le jour où vous vous êtes jeté sur 3 hommes armés pour sauver ma fille. Vous avez mérité votre place dans cette famille. Tout ce qui s'est passé depuis n'a fait que le confirmer. Marcus quitta le bureau, la tête qui tournait. Il alla dans sa chambre, s'assit sur son lit et fixa le plafond. Le bâton était appuyé contre le mur. Son bâton d'origine, celui qui avait été réparé avec du fil d'argent. Stone lui en avait donné un nouveau pour s'entraîner, mais celui-ci était spécial. Celui-ci avait sauvé la vie d'Emma. On frappa à la porte. Entrez. Emma passa la tête par la porte. Ça va? Tu as l'air bizarre. Ton père vient de me proposer quelque chose d'important. Le projet Prospect. Elle entra et s'assit à côté de lui. Il m'avait dit qu'il allait le faire. Je lui ai demandé si je pouvais être présente, mais il a répondu que c'était une affaire d'homme. Elle leva les yeux au ciel, comme si je ne faisais pas partie de cette famille. Tu le savais, tout le monde le savait. Les gars en parlent depuis des semaines. Emma lui donna un petit coup d'épaule. Alors, qu'as-tu répondu? J'ai dit que j'allais y réfléchir. Qu'y a-t-il à réfléchir? Marcus la regarda. C'est un engagement important. Une fois que je m'engagerai dans cette voie, je ne pourrai plus faire marche arrière. Est-ce une mauvaise chose? Je ne sais pas. Peut-être. La vie que mène ton père est dangereuse. Il a des ennemis, des rivaux, des gens qui veulent lui faire du mal à lui et à tous ceux qui lui sont chers. Comme les Diablos. Comme les Diablos. Marcus soupira. Si je deviens un chien de chasse, je deviendrai aussi une cible. Et tous ceux qui m'entourent deviendront des cibles. Tu es déjà proche de nous. Tu m'as déjà sauvé une fois. Emma lui prit la main. Marcus, tu es mon frère. Pas de sang, mais de cœur. Et je veux que tu restes pour toujours, quoi que cela signifie, même si c'est dangereux. La vie est dangereuse. De mauvaises choses arrivent même quand on fait attention. Sa voix était plus mûre que son âge. Mais avoir une famille, avoir des gens qui t'aiment et te protègent, cela vaut la peine de courir le danger. Marcus lui serra la main. Quand es-tu devenu si sage? J'ai toujours été sage. Tu ne faisais pas attention. Il rit malgré lui. Après son départ, Marcus resta éveillé pendant des heures à penser à Lily, à la promesse qu'il avait faite sur sa tombe, à Emma et à la famille qu'il avait trouvée dans l'endroit le plus improbable. À l'avenir qui s'étendait devant lui, incertain, dangereux, mais plein de possibilités. Au lever du soleil, il avait pris sa décision. Il trouva Stone dans la cuisine, en train de boire son café et de lire les nouvelles du matin. « Je veux prospecter. » Stone leva les yeux. « Tu es sûr? »« Oui, monsieur. Je veux gagner mon écusson. Je veux devenir un limier. » Stone posa sa tasse de café et se leva. Il s'approcha de Marcus et posa ses 2 mains sur ses épaules. « Alors, bienvenue au premier jour du reste de ta vie. » Il fouilla dans sa veste et en sortit un gilet en cuir plus petit que l'écusson complet, noir avec des lettres blanches dans le dos. « Prospect. Tu porteras cela jusqu'à ce que tu gagnes ton écusson. Cela te marque comme l'un des nôtres, mais pas encore complètement. Tu devras faire tes preuves encore et encore. Il y aura des jours où tu détesteras ça, des jours où tu voudras abandonner. Mais si tu persévères, si tu nous montres de quoi tu es capable, je serai ton frère. Tu seras un frère. »
Stone lui tendit le gilet. Enfile-le. Marcus passa le gilet sur ses épaules. Il lui allait parfaitement, comme s'il l'avait attendu. Il y a encore une chose. Stone fouilla dans son autre poche et en sortit quelque chose enveloppé dans un tissu. Il le déballait avec précaution. Marcus retint son souffle. C'était son bâton d'origine, celui qui avait été réparé après le combat, mais transformé. Les attaches argentées avaient été polies jusqu'à briller. De nouvelles gravures couvraient toute la longueur, représentant des scènes du sauvetage. La silhouette d'Emma, le logo des Devil's Hounds, et à la base une petite plaque métallique. Devil's Hounds MC Prospect. C'est à toi, dit Stone. Ton arme, ton symbole, la preuve de ce que tu as accompli et de ce que tu es en train de devenir. Marcus prit le bâton avec des mains tremblantes. Il était plus lourd que dans son souvenir, mais il lui semblait parfait. Équilibré, puissant. Je ne sais pas quoi dire. Ne dis rien. Contente-toi de la mériter. Les yeux de Stone brillaient. Rends-nous fiers, fiston. Fiston. Ce mot frappa Marcus comme une force physique. Il n'avait jamais eu de père, pas de vrai père. Son père biologique avait disparu avant sa naissance. Ses pères adoptifs avaient été indifférents, voire monstrueux, mais Stone le regardait comme un père regarde son fils, avec fierté, avec espoir, avec amour. Marcus retint ses larmes. Je le ferai, je te le promets. Les semaines qui suivirent furent des plus difficiles de la vie de Marcus. Être aspirant n'avait rien de glamour. C'était un travail pénible. Nettoyer les motos jusqu'à ce qu'elles brillent, faire des courses à toute heure, être le premier à arriver et le dernier à partir. Obéir sans broncher, même lorsque les ordres semblaient inutiles. Apporte-moi une bière, Prosper. Oui, monsieur. Ces motos ne vont pas se laver toutes seules, Prosper. Je m'en occupe. Quelqu'un doit aller chercher des fournitures. Devine qui? Je vais chercher les clés. Les membres à part entière le testaient constamment, lui faisaient faire des pompes pour des erreurs mineures, l'envoyaient à la recherche d'objets inexistants, remettaient en question son engagement, sa loyauté, son courage. Mais Marcus ne s'est jamais plaint, n'a jamais abandonné, ne leur a jamais donné de raison de douter de lui. Parce que chaque fois que cela devenait difficile, il se rappelait pourquoi il faisait cela. Pour Lily, pour Emma, pour la famille qu'il avait trouvée et celle qu'il avait perdue. Hammer a intensifié son entraînement. 3 heures chaque matin au lieu d'une. De nouvelles techniques, de nouvelles armes, de nouveaux scénarios. Un prospect doit être prêt à tout, expliquait Hammer. Tu devras peut-être protéger un frère lors d'une bagarre. Tu devras peut-être monter la garde lors d'un événement. Tu devras peut-être te mettre entre une balle et ton président. Est-ce que cela s'est déjà produit 2 fois? Hammer lui montra une cicatrice sur son épaule. Celle-ci était destinée à Stone. Je me suis interposé. Est-ce que ça a fait mal? Énormément. Mais Stone est en vie, donc ça en valait la peine. Marcus a tout absorbé. Les compétences, la culture, les règles tacites de la fraternité. Il a appris que la loyauté était primordiale, qu'il ne fallait jamais dénoncer, jamais trahir un frère, jamais se placer au-dessus du club. Il a appris que le respect se gagnait. Il ne se donnait pas. Que l'écusson sur le dos ne signifiait rien si les actions ne le justifiaient pas. Il a appris que la famille, la vraie famille, n'était pas une question de sang. C'était une question de choix, d'être présent jour après jour, même quand c'était difficile. 3 mois après son entrée dans le club, celui-ci a organisé un événement caritatif, une randonnée à moto pour collecter des fonds pour les enfants placés en famille d'accueil. Des enfants comme Marcus étaient des enfants tombés entre les mailles d'un système défaillant. Stone a demandé à Marcus de prendre la parole. Moi? Pourquoi? Parce que tu sais ce que ces enfants vivent. Tu l'as vécu. Stone lui a tendu un micro. Raconte-leur ton histoire. Fais-leur savoir qu'il y a de l'espoir. Marcus n'avait jamais pris la parole en public auparavant. Il n'avait jamais parlé de Lily, de la rue, de tout cela. L'idée le terrifiait, mais il a quand même pris le micro. Il s'est tenu devant 200 personnes, des motards, des familles, des membres de la communauté, et il a raconté son histoire, celle de Lily, celle du système qu'il avait laissé tomber, celle de sa survie dans la rue avec pour seul bagage un bâton en bois et une promesse, celle du jour où il avait sauvé Emma, celle de sa rencontre avec les chiens du diable, celle de sa découverte de la véritable signification du mot « famille ». J'ai passé des années à penser que j'étais seul, a déclaré Marcus,
la voix ferme malgré les battements de son cœur. Je pensais que personne ne se souciait de moi. Je pensais que je ne comptais pas. Mais j'avais tort. Tout le monde compte. Chaque enfant placé en famille d'accueil, chaque enfant dans la rue, chaque enfant à qui on a dit qu'il ne valait rien. Tous comptent et méritent que des gens se battent pour eux. Il a levé son bâton. C'est avec ça que je me suis battu. Un morceau de bois. Mais ce n'est pas le bois qui a sauvé cette petite fille. C'est la décision d'agir, le refus de détourner le regard. Tout le monde peut prendre cette décision. Tout le monde peut choisir d'être un héros. Quand il eut terminé, la foule était silencieuse. Puis Stone se mit à applaudir. Puis Hammer, puis Tank, puis tout le monde. Marcus resta là, submergé par l'émotion, tandis que 200 personnes lui faisaient une ovation debout. Plus tard, après l'événement, Stone le trouva assis seul. Il a fallu du courage. J'ai failli vomir. Stone a ri. La plupart des gens l'auraient fait, mais tu l'as fait quand même. C'est ce qui compte. Il s'est assis à côté de Marcus. Le club a récolté 50 000 aujourd'hui. En grande partie grâce à ton discours. Sérieusement, les gens ont ouvert leur portefeuille après avoir entendu ton histoire. Ils voulaient aider des enfants comme toi. Stone a posé une main sur son épaule. Tu as fait une différence aujourd'hui, Marcus. Une vraie différence. Marcus a pensé aux enfants placés en famille d'accueil que cet argent allait aider. Aux repas qu'ils mangeraient, aux lits dans lesquels ils dormiraient, aux petites attentions qui pourraient leur éviter de finir comme Lily. Cela ne semble pas suffisant. Ce n'est jamais suffisant. Mais tu fais ce que tu peux, puis tu en fais plus. C'est ainsi que tu changes le monde. Un enfant à la fois, un jour à la fois. Marcus acquiesça lentement. Il comprenait maintenant pourquoi Stone lui avait demandé de prendre la parole. Il ne s'agissait pas seulement de collecter des fonds. Il s'agissait de montrer à Marcus ce qu'il pouvait devenir. Pas seulement un combattant, pas seulement un espoir, mais un leader. Un leader, quelqu'un qui pouvait inspirer les autres, qui pouvait faire la différence. Quelqu'un dont Lily aurait été fière. Ce soir-là, Marcus se rendit sur la tombe de Lily pour la première fois depuis qu'il s'était enfui. Il l'avait évité. Il avait peur des souvenirs, peur de la culpabilité. Mais il avait besoin de lui dire. Il s'agenouilla dans l'herbe, le bâton sur les genoux, et parla à la pierre tombale. « Salut, Lily. C'est moi. Je suis désolé de ne pas être venu te voir. J'étais occupé à devenir quelqu'un, quelqu'un de mieux, quelqu'un qui peut protéger les enfants comme toi. » Le vent fit bruisser les feuilles au-dessus de sa tête. « J'ai trouvé une famille, une vraie. Ils ne sont pas parfaits. Ils font des choses dont je ne suis pas toujours sûr, mais ils m'aiment. Ils m'acceptent. Ils m'ont donné un foyer. Il suivit du doigt les lettres de son nom gravées dans la pierre. Je pense à toi tous les jours. Chaque fois que je prends ce bâton, je me souviens de pourquoi je le porte. Chaque fois que je vois Emma sourire, je te vois. Chaque fois que je protège quelqu'un, je te protège aussi. » Mais des larmes coulèrent sur son visage. « Je vais tenir ma promesse, Lily. Je vais faire en sorte qu'aucun autre enfant ne vive ce que tu as vécu. Quoi qu'il en coûte, peu importe le temps que cela prendra. » Il se leva, s'essuya les yeux et redressa les épaules. « Je t'aime, petite sœur, pour toujours. » Il s'éloigna de la tombe, mais pour la première fois depuis des années, le poids sur ses épaules lui semblait plus léger. Lily était partie. Rien ne la ramènerait. Mais Marcus pouvait honorer sa mémoire, se battre pour les enfants qui étaient encore en vie, qui luttaient encore, qui espéraient encore. Et c'est exactement ce qu'il comptait faire. Un an plus tard, Marcus se tenait au centre de l'église. Tous les membres, à part entière des Devil's Hounds, étaient assis autour de la longue table. Stone en bout de table, Hammer à sa droite, Tank Bones, Reaper, Ghost, Diesel Chains, Smoke. Tous regardaient Marcus avec des expressions qu'ils ne parvenaient pas tout à fait à déchiffrer. Son gilet de prospect lui semblait plus lourd que d'habitude. « Tu es avec nous depuis 1 an, dit Stone. 12 mois pour faire tes preuves. 12 mois de travail acharné, d'entraînement et de sacrifice. Oui, monsieur. Nous t'avons testé, poussé, fait faire des choses qu'aucun jeune de 17 ans ne devrait avoir à faire. » La voix de Stone était formelle, solennelle, et tu ne t'es jamais plaint, tu n'as jamais abandonné, tu ne nous as jamais donné la moindre raison de douter de ton engagement. Le cœur de Marcus battait à tout rompre dans sa poitrine. Le vote a été unanime. Stone s'est levé. « Tous les hommes dans cette pièce pensent que tu as mérité ta place parmi nous. »
Hammer a tendu la main sous la table et en a sorti un gilet en cuir, de taille normale, avec tous les écussons. Le logo des chiens du diable brillait dans le dos. Le chien hargneux était entouré de flammes. Enlève ton gilet de candidat, ordonna Stone. Les mains de Marcus tremblaient tandis qu'il retirait le gilet qu'il avait défini pendant toute l'année écoulée. Il le plia soigneusement et le posa sur la table. Stone contourna la table et se plaça devant lui. Marcus, tu es arrivé chez nous comme un enfant sans abri, avec pour seul bagage un bâton en bois et plus de courage que de bon sens. Tu as sauvé la vie de ma fille. Tu es devenu membre de notre famille. Et maintenant, il brandit le gilet avec l'écusson complet. Tu deviens notre frère. Stone l'aida à enfiler le gilet. Le cuir se posa sur les épaules de Marcus comme une armure, comme une destinée. Tourne-toi. Marcus se tourna vers la table. Tous les hommes étaient debout. Mes frères, dit Stone, je vous présente notre nouveau membre à part entière. Staff Devil's Hound. La salle explosa. Tank fut le premier à l'atteindre, le serrant dans une étreinte d'ours. Bienvenue dans la famille, frère. Hammer fut le suivant, lui saisissant les épaules, les larmes aux yeux. Je savais que tu y arriverais. Je le savais depuis le premier jour. Reaper, Ghost, Diesel, Chains, Smoke, Bones. L'un après l'autre, ils l'embrassèrent, l'accueillirent, lui donnèrent le sentiment d'appartenir à la famille, car c'était le cas. C'était désormais sa famille. Stone attendit que les autres aient fini, puis serra Marcus dans ses bras à son tour. Je suis fier de toi, fiston. Plus fier que tu ne le sauras jamais. Merci pour tout. Ne me remercie pas. C'est toi qui as fait le travail. Tu l'as mérité. Stone s'écarta, les mains sur les épaules de Marcus. Ta sœur serait fière aussi. Marcus eut la gorge serrée. Je l'espère, je le sais. La fête dura donc jusque tard dans la nuit. De la nourriture, des boissons, de la musique, des rires. Marcus était assis au milieu de tout cela, entouré de ses frères, portant son insigne, avec le sentiment d'être enfin arrivé quelque part. Mais le meilleur moment s'est venu plus tard. Emma l'a trouvé sur le porche, assis seule avec son bâton sur les genoux. « Tu as réussi. » Elle s'est assise à côté de lui, souriante. « Tu es un vrai chien de chasse maintenant, apparemment. Comment tu te sens? » Marcus a réfléchi à la question, terrifié, incroyable, comme si tout ce pourquoi j'avais travaillé avait enfin abouti. « Tu le mérites. » Emma appuya sa tête sur son épaule. « Tu es le meilleur grand frère qu'on puisse souhaiter. Je suis ton seul grand frère. Ce n'est qu'un détail. » Elle rit. « Mais tu restes le meilleur. » Ils s'assirent dans un silence confortable, regardant les étoiles. « Marcus, oui, merci de m'avoir sauvé ce jour-là, d'être resté, d'être devenu membre de notre famille. » Sa voix était chargée d'émotion. « Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. » Marcus passa son bras autour d'elle. « Je ne peux pas imaginer la mienne sans toi non plus. Monsieur, toi et ton père, vous m'avez sauvé autant que je vous ai sauvé. Je suppose que nous nous sommes sauvés mutuellement. » « Oui, je suppose que oui. » Le lendemain matin, Stone appela Marcus dans son bureau. « Maintenant que tu es membre à part entière, il y a des choses que tu dois savoir, des responsabilités que tu auras. »« Je suis prêt, je le sais. » Stone lui tendit un dossier. « Mais avant, j'ai quelque chose pour toi. » Marcus ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvaient des documents juridiques, des papiers d'adoption. Il eut le souffle coupé. « Je travaille avec nos avocats depuis des mois, dit Stone. Si tu le souhaites, et seulement si tu le souhaites, j'aimerais officialiser les choses. J'aimerais t'adopter, faire de toi mon fils. Pas seulement de nom, mais aussi de droit. » Marcus fixa les papiers. Ses mains tremblaient. « Tu n'as pas à te décider maintenant. Je sais que c'est beaucoup, mais je veux que tu saches que tu n'es pas seulement un membre du club pour moi. Tu n'es pas seulement le gamin qui a sauvé ma fille. Tu fais partie de la famille, de la vraie famille, et je veux que le monde entier le sache. Pourquoi? » La voix de Marcus se brisa. « Pourquoi ferais-tu cela pour moi? Parce que tu le vaux bien, parce que tu l'as mérité, parce que... » La voix de Stone se brisa. « Parce que je t'aime, Marcus, comme un fils, et je veux te donner quelque chose que tu n'as jamais eu, un père qui ne te laissera jamais tomber. » Marcus ne pouvait plus parler ni respirer. Toute sa vie, il avait été seul, rejeté, abandonné par un système qui se moquait de lui. Et maintenant, cet homme bourru, terrifiant, merveilleux, lui offrait quelque chose qu'il n'avait jamais osé espérer.
Un vrai père, une vraie famille, un vrai foyer, oui. Le mot sortit dans un murmure. Oui, je veux ça. Je veux être votre fils. Le visage de Stone s'illumina d'un sourire. Le premier vrai sourire que Marcus lui ait jamais vu. Alors officialisons cela. L'adoption fut finalisée 2 semaines plus tard. Marcus se tenait dans le tribunal, vêtu de ses plus beaux habits, flanqué de Stone et Emma. La juge lui posa une série de questions. Comprenait-il ce que signifiait l'adoption? Consentait-il à être adopté par Victor Reyes? Acceptait-il tous les droits et responsabilités qui en découlaient? Oui, répondit Marcus à chaque fois. La juge signa les papiers, les tamponna et les officialisa. Félicitations, dit-elle en souriant. Tu es désormais légalement Marcus Reyes. Emma l'a serré dans ses bras. Tu es vraiment mon frère. Stone lui a serré la main de manière formelle, puis l'a pris dans ses bras. Bienvenue dans la famille, fiston, officiellement. Ce soir-là, ils ont fait la fête au clubhouse. Les membres à part entière ont levé leur verre à Marcus, non seulement en tant que frère, mais aussi en tant que fils de Stone, l'héritier de l'héritage des Devil's Hounds. À la santé du personnel, rugit Tank, le gamin le plus fou, le plus courageux et le plus têtu que nous ayons jamais rencontré. À la santé du personnel, répétaient un des autres. Marcus se tenait au milieu de la pièce, submergé par l'émotion. 1 an auparavant, il dormait dans des entrées d'immeubles et se battait pour des miettes. Maintenant, il avait un père, une sœur, une fraternité, un avenir. Et tout avait commencé avec un bâton en bois et le refus de détourner le regard. 3 mois après l'adoption, des problèmes sont survenus. Marcus était à l'école lorsque son téléphone a vibré. Un SMS de Tank. Au clubhouse immédiatement. Urgence. Il était déjà sorti avant que le professeur n'ait pu l'arrêter. Le clubhouse était en proie au chaos lorsqu'il est arrivé. Les membres couraient dans tous les sens. Les téléphones sonnaient, les voix s'élevaient. Quelque chose de grave s'était produit. Il a trouvé Stone dans l'église, entouré des principaux dirigeants. Que se passe-t-il? Le visage de Stone était sombre. Tu te souviens des Diablos? Ceux que nous avons démantelés l'année dernière, l'équipe de Salazar. Ce qui restait d'eux a rejoint un autre gang, les Crimson Skulls. Plus grands, plus méchants, et ils veulent se venger. Marcus sentit son sang se glacer. Se venger de quoi? D'avoir détruit leur opération, d'avoir tué Salazar, de les avoir humiliés. Stone frappa du poing sur la table. Ils ont attaqué l'un de nos convois ce matin. Ils ont tué 2 recrues. Ils nous ont envoyé un message. Quel genre de message? Hammer jeta quelque chose sur la table. Une photo. Marcus la ramassa. Ses mains devinrent engourdies. C'était une photo de l'école d'Emma, la fenêtre de sa classe entourée au marqueur rouge et en bas écrit « Nous savons où se trouve ta famille. » « Il menace Emma, dit Marcus d'une voix à peine maîtrisée. « Il menace ma sœur, il nous menace tous, dit Stone. Mais oui, Emma en particulier. Ils savent quelle est ma faiblesse. Oh, et je ferai tout pour la protéger. Que faisons-nous? Nous partons en guerre. Les yeux de Stone étaient froids, durs, meurtriers. Nous découvrons où il se trouve et nous mettons fin à tout cela une fois pour toutes. Les 2 semaines suivantes furent les plus intenses de la vie de Marcus. Le club fut en état d'alerte maximale. Des gardes armés surveillaient la propriété de Stone 24 heures sur 24. Emma a été retirée de l'école et suivait des cours particuliers à la maison. Personne ne sortait seul. Marcus dormait à peine. Il s'entraînait de manière obsessionnelle, se poussant plus fort que jamais. Si les Skulls s'en prenaient à sa famille, il serait prêt. Hammer l'a trouvé à 3 heures du matin, en train de s'entraîner dans le jardin. « Tu dois te reposer, mon frère. »« Je ne peux pas. Pas tant qu'ils sont là dehors. Te brûler les ailes n'aidera personne, Emma. » Hammer lui a pris le bâton des mains. « Le club s'en occupe. Nous avons des informations. Nous avons un plan. Le moment venu, nous frapperons. Je veux être là. Tu y seras. » Hammer avait l'air sérieux. Stone avait déjà donné son accord. « Tu fais partie de l'équipe d'assaut. » Marcus a senti quelque chose bouger en lui. Du soulagement, de la détermination, de la peur. Quand 3 jours plus tard, ils ont attaqué leur base principale, éliminé leurs dirigeants et mis fin à tout cela une fois pour toutes. 3 jours qui semblaient durer 3 ans. Marcus passa chaque instant à se préparer, à vérifier son équipement, à revoir les plans, à s'assurer qu'Emma savait qu'il l'aimait. « Tu me fais peur, dit Emma la veille de l'opération. Tu agis comme si tu ne devais pas revenir.
Je reviendrai, je te le promets. Tu as dit que les promesses comptaient. C'est vrai, et je tiendrai celle-ci. Il la serra fort dans ses bras. Peu importe ce qui arrivera demain, je veux que tu saches que te rencontrer a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Toi et ton père m'avaient donné une vie, un but, une raison de me battre. Dorbasui, la voix d'Emma était ferme malgré ses larmes. Basse-toi et reviens à la maison. C'est un ordre. Oui, madame. L'assaut commença à minuit. 50 Devil's Hounds entièrement armés attaquèrent le quartier général des Crimson Skulls depuis 3 directions. Marcus chevauchait avec le bâton de Stone attaché dans le dos, le cœur battant à tout rompre sous l'effet de l'adrénaline. Ils ont frappé violemment la porte. Les gardes sont tombés. Les alarmes ont retenti. Le chaos a éclaté. Marcus s'est déplacé dans le complexe comme une ombre. Tout ce que Hammer lui avait enseigné, toutes les techniques, tous les instincts, tout s'est mis en place dans ces minutes cruciales. Un Skull s'est précipité sur lui avec un couteau. Marcus l'a désarmé en 3 mouvements et l'a laissé inconscient sur le sol. 2 autres se précipitèrent sur lui ensemble. Il les neutralisa tous les 2. Le bâton tournoyait dans ses mains comme une extension de sa volonté. Bâton à ta gauche. L'avertissement de Tank arriva juste à temps. Marcus esquiva, sentit la balle passer bien au-dessus de Pate, pivota et frappa le tireur à la tempe. L'homme s'effondra. Merci, mon frère. Fais gaffe à toi, gamin. Ils s'enfoncèrent plus profondément dans le complexe. Des coupes de feu résonnaient tout autour. Des cris, des hurlements, les bruits de la guerre. Marcus se retrouva séparé du groupe dans un couloir qu'il ne reconnaissait pas. Il avança prudemment. Son bâton aiguisait tous ses sens. Une porte s'ouvrit brusquement. Un homme massif, pesant au moins 30 tonnes de muscles et de rage, se précipita vers lui. C'était le chef des Crimson Skulls. Marcus avait vu sa photo dans les briefings des services secrets. Victor C.S., ancien mercenaire, avait tué des dizaines d'hommes à main nue, et il fonçait droit sur Marcus. « C'est toi, le gamin au bâton! » La voix de Victor était profondément amusée. Celui qui a éliminé Salazar. Ils t'ont donné un patch complet. Un enfant. Je ne suis pas un enfant. Tu vas bientôt être un cadavre. Victor chargea. Marcus n'avait jamais combattu quelqu'un d'aussi imposant. Victor était plus rapide qu'il n'en avait l'air, plus fort que cela n'aurait dû être possible. Ses poings étaient comme des marteaux et il repoussait les coups de bâton de Marcus comme s'il n'était rien. Ils échangèrent des coups à travers le couloir. Marcus esquiva, évita, tenta de trouver une ouverture. Victor continuait d'avancer, implacable, imparable. Un poing massif frappa Marcus dans les côtes. Il entendit quelque chose craquer. Une douleur explosive lui traversa le torse. Il tituba en arrière, haletant. Pathétique. Victor l'attrapa par la gorge et le souleva du sol. C'est le gamin qui a détruit le Diablo. C'est le bâton légendaire. Marcus ne pouvait plus respirer. Des taches noires dansaient devant ses yeux. Je vais prendre plaisir à te tuer. Ensuite, je vais trouver ta petite sœur et je vais... Quelque chose se brisa en Marcus. Pas physiquement, quelque chose de plus profond, de plus primitif. Il pensa à Lily, à Emma, à tous les enfants qui avaient été menacés par des monstres comme celui-ci, et il refusa de mourir. Avec le peu de force qui lui restait, il brandit le bâton vers le haut. L'extrémité renforcée d'argent frappa Victor sous le menton avec une force dévastatrice. Victor relâcha son emprise. Marcus tomba au sol, haletant, mais il ne s'arrêta pas. Il balaya les jambes de Victor. Le géant s'effondra. Marcus était au-dessus de lui. Instantanément, il lui pressa le bâton contre la gorge. « Tu veux menacer ma sœur? » La voix de Marcus était à peine humaine, celui-ci était d'émotion. « Tu veux menacer ma famille? » Victor se débattait, mais Marcus avait désormais l'avantage, la position et la rage. « Je vais te dire la même chose que j'ai dite à Salazar. La même chose que je dirai à quiconque essaiera de faire du mal aux personnes que j'aime. » Marcus se pencha vers lui. « Tu as choisi la mauvaise fille. » Il appuya plus fort sur le bâton. Le visage de Victor devint violet. « Bâton, retire-toi. » La voix de Stone transperça le brouillard rouge. Marcus leva les yeux. Son père se tenait dans l'embrasure de la porte, une arme à la main, flanqué de Tank et Hammer. « Il est fini, » dit Stone. « Laisse les autorités s'occuper de lui. Il a menacé Emma. Je sais, mais si tu le tues comme ça, tu deviendras comme lui. C'est ce que tu veux? »
Marcus baissa les yeux vers le visage violet de Victor, vers la peur dans ses yeux. Encore un effort et ce serait fini. Justice serait faite. Vengeance accomplie. Mais Stone avait raison. Ce n'était pas de la justice. C'était un meurtre. Et Marcus refusait de franchir cette ligne. Il recula. Victor haletait, toussant et crachant. Tank et Hammer s'approchèrent et attachèrent les mains du chef de gang avec des liens en plastique. « On l'a, mon frère. C'est fini. » Stone aida Marcus à se relever. « Ça va? Des côtes cassées, je pense. Rien que le docteur ne puisse réparer. » Et ici, Stone tapota la poitrine de Marcus au niveau du cœur. Marcus réfléchit à la question. « J'ai failli le tuer. Mais tu ne l'as pas fait parce que tu m'as arrêté. Je t'ai rappelé. Tu t'es arrêté toi-même. » Les yeux de Stone étaient fiers. « C'est la différence entre nous et eux, fiston. Nous avons un code. Nous avons des limites que nous ne franchissons pas, même quand nous le voulons, même quand ils le méritent. » Marcus acquiesça lentement. Ses mains tremblaient encore, mais la rage s'estompait, remplacée par quelque chose de plus calme, de plus clair. « Rentrons à la maison, dit Stone. Emma nous attend. » Ils rentrèrent au complexe en silence. L'opération avait été un succès. Les Crimson Skulls étaient finis. Leur chef avait été capturé, leurs opérations détruites, les survivants dispersés. La menace qui pesait sur les Devil's Hounds et leurs familles était terminée. Mais Marcus ne pouvait s'empêcher de penser au choix qu'il avait fait, à la ligne qu'il avait failli franchir. Quand ils arrivèrent à la maison, Emma les attendait sous le porche. Elle courut vers Marcus et se jeta dans ses bras, sans se soucier de ses côtes cassées, ni du sang sur ses vêtements. « Tu es revenu. Je t'avais promis que je reviendrais. Tu tiens toujours tes promesses. » Elle s'écarta et le regarda avec ses yeux gris acier, les yeux de son père. « Tu es un héros, Marcus. Tu le sais, n'est-ce que pas? Un vrai héros. Je ne suis pas un héros, mais je suis juste... » « Tu es un héros, insista-t-elle. Tu m'as sauvé. Tu as sauvé notre famille. Tu te bats pour ceux qui ne peuvent pas se battre eux-mêmes. C'est ce que font les héros. » Marcus regarda sa petite sœur, cette fille féroce et merveilleuse qui était devenue le centre de son univers. Peut-être avait-elle raison. Peut-être qu'être un héros ne signifiait pas être parfait. Il s'agissait plutôt de faire des choix, de se lever quand les autres s'asseyaient, de protéger les innocents, quel qu'en soit le prix. « D'accord, dit-il finalement. Je suis peut-être un héros, mais seulement parce que j'ai quelque chose qui vaut la peine d'être défendu. » Cette nuit-là, Marcus se tenait seul sous le porche, son bâton à la main. Le complexe était calme. La famille était en sécurité. La menace avait disparu. Il leva les yeux vers les étoiles et repensa au chemin qui l'avait mené ici. Il y a 2 ans, il était un enfant sans abri, sans rien. Un fantôme, un rejeté. Le système l'avait laissé tomber et avait tué sa sœur, et il avait dû survivre dans la rue avec pour seules armes sa rage et son chagrin. Puis il avait vu 3 hommes tenter d'enlever une petite fille, et il avait fait un choix. Ce choix avait tout changé. Il lui avait donné une famille, un père qui l'aimait, une sœur qui avait besoin de lui, des frères qui mouraient pour lui. Il lui avait donné un but, une raison de se lever chaque matin, une cause pour laquelle se battre. Il lui avait donné quelque chose qu'il n'avait jamais eu auparavant, l'espoir. La porte s'ouvrit derrière lui. Stone sortit avec 2 bières à la main. « Je n'arrive pas à dormir. J'ai trop de choses en tête. » Stone lui tendit une bière et s'assit à côté de lui. « Tu t'es bien débrouillé ce soir. Tu as géré Victor comme un pro. J'ai failli le tuer. Mais tu ne l'as pas fait. C'est ce qui compte. » Stone bat une longue gorgée. « Je fais ça depuis longtemps, Marcus. J'ai vu beaucoup de jeunes hommes payés par le club. La plupart s'épuisent ou craquent. La violence les affecte, les choix, le poids de tout ça. Comment tu gères ça? » Je me souviens pourquoi je le fais. Protéger la famille, servir la fraternité, rendre le monde un peu plus sûr pour les enfants comme toi et Emma. Stone le regarda. Tu as le même feu en toi, le même objectif. Ça te mènera loin. Et si ça me mène dans un endroit sombre, alors tu t'appuieras sur tes frères. Laisse-les te ramener. Stone posa une main sur son épaule. Tu n'es plus seul, mon fils. Tu n'auras plus jamais à être seul. Marcus sentit la vérité de ces mots s'ancrer en lui. Il n'était pas seul. Il avait une famille, une confrérie, un héritage. Et il avait un bâton, un simple morceau de bois, qui était devenu le symbole de tout ce en quoi il croyait.
Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la décision que quelque chose d'autre est plus important. Marcus leva sa bière. À la famille, Stone fit tinter sa bouteille contre celle de Marcus. À la famille, ils s'assirent ensemble dans l'obscurité, père et fils, à regarder les étoiles. Il y a 2 ans, Marcus n'était personne. Maintenant, il était le bâton, le chien du diable, le fils de Pierre, le frère, le protecteur, la légende. Le gamin des rues qui n'avait rien avait tout trouvé. Et ce n'était que le début. Car quelque part, d'autres enfants tombaient dans les mailles du filet. D'autres Lise appelaient à l'aide. D'autres Emma avaient besoin de quelqu'un pour les protéger des monstres. Marcus les trouverait. Il les protégerait. Il serait le héros dont sa sœur avait eu besoin et qu'elle n'avait jamais eu. C'était sa promesse, son but, son destin. Le garçon au bâton était devenu un homme avec une mission. Et rien, rien ne l'arrêterait jamais.